Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Samir Hamad. Salut Samir. Salut Jacques, ça va ? Ça va et toi ? Très heureux que tu aies accepté mon invitation. Très heureux d'enfin te rencontrer. Parce que donc, pour les auditeurs et auditrices qui se souviennent, tu m'as été recommandé par Arnaud, qui lui-même m'avait été recommandé par Mugen. Voilà, c'est une chaîne de vertueuse qui continue son chemin. Donc Samir, t'es rappeur. Basé à Montpellier. T'as sorti plusieurs projets. Alors, en tout cas, j'ai noté ceux qui étaient disponibles sur Deezer. Le premier album qui était Justin Harman Plaza en 2010. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'EP Ne mourrez jamais. Seul. Ah, Ne mourrez jamais seul. J'ai oublié de noter le seul. Puis Perdant Magnifique en 2014. L'EP Un amour suprême, c'est ça, ouais. Donc il y a eu un premier volume d'Un amour suprême. Avec Jovante qui s'appelait. Avec Jovante, ouais. Premier volume. Ensuite l'album Apache, où il y a, je crois, mon morceau préféré, qui est Papa Legba. Ah oui, ok. Forcément, tu samples le Velvet Underground, moi je suis content. Ensuite Un amour suprême avec Ezekiel. Voilà, le volume Ezekiel, ça. Le récent, le dernier en date qui est sorti l'année dernière, Effendi. Exactement. Donc tout ça sur Bad Cop. C'est ça, ouais. Tous les projets étaient sur Bad Cop. Justin Harman Plaza, non. Ok. Il était sur un label qui était basé sur Marseille, qui existe toujours, je crois, qui s'appelle Noailles Lab. Ok. Qui était, qu'on enregistrait beaucoup chez Sam, le studio de Sam de Coloquinte. Ok. Je sais plus comment il s'appelle ce studio, qui est toujours là d'ailleurs. Un gros studio, on enregistrait là-bas. Et après, je suis parti chez Bad Cop. Ok, très bien. Au moment où tu as rencontré Arnaud, du coup. Le moment où j'ai rencontré l'artisan. Ok, oui. Et en fait, au début, j'étais chez Elzedo pendant quelques mois. Et j'ai rencontré Arnaud. Oui. Qui venait de monter Bad Cop. Et de fil en aiguille, je suis parti avec Arnaud, quoi. Ok, très bien. Alors, on a aussi pu te retrouver sur plusieurs compilations et projets. J'ai notamment noté La Cassette de Duke Mob. Ouais. Alors, Sur la route que tu viens de sortir avec Risky. Que Risky vient de sortir avec moi. Que Risky vient de sortir avec toi. Ouais. Très bien, si tu veux. Et aussi All Star Game, le premier volume, c'est ça, de Many Days ? Ah oui, ok, ouais, avec Joe Lucas. Ouais, ok. Dans les feeds, j'ai aussi noté donc LK de l'Hôtel Moscou, CDC, donc sur la cassette, Nak Mendoza, mais alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. Oui, il y a une Nak que je revois tout à l'heure, là, en fait. Bon, on va essayer de faire quelques trucs. Il y a eu mon pote Sako, qui est mon pote. Il y a eu Danny Dan. Il y a eu LK, on a dit. LK de l'Hôtel Moscou. Il y avait aussi un groupe qui s'appelait Minuit, que j'aime beaucoup, qui était sur Montpellier. Ok. Composé de Youssef, qui travaille beaucoup avec Grems, en fait. Qui est, d'ailleurs, qui va faire un truc là, avec un album avec Grems, je crois. Et voilà, après je suis pas un grand Joe Lucas. Ouais. Là dernièrement, j'étais avec Eloquence aussi. OK. Avec Cassidy des X-Men aussi des gens que en fait c'est des gens que je connais, ça se fait naturellement, d'accord. Voilà quoi. Et alors du coup, comme je te disais en intro, ça manque de filles quand même. C'est vrai. Là, c'est vrai, faudrait ouais, ça j'avais Emily Chick qui est une grande chanteuse une grande artiste montpelliéraine. J'avais fait quelques trucs avec elle à l'époque d'Un amour suprême. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc qui... Ouais, il y a des rappeuses avec qui t'aimerais poser ? Ouais, Eza Yazuke, je crois qu'elle s'appelle. Eza Yazuke, que j'ai rencontré quand j'ai fait le demi-festival, la 7. Qui est une artiste qui est cool, qui est une pote à Sako, justement. Sako qui m'en avait parlé. Et Wafa Mamesh, qui travaille... qui est dans les éditions, etc.,
qui m'en avait parlé aussi pas mal, quoi. Et ouais, c'est pas mal ce qu'elle fait. C'est vraiment intéressant, quoi. Il y a un truc, ça pourrait être cool, quoi. Ok. Très bien. Et du coup, comme je te disais avant qu'on commence sur la partie présentation, que j'allais pas trop m'attarder parce qu'il y a déjà une superbe interview fleuve réalisée par ce cher Mugen que les auditrices commencent à bien connaître. Mais bon, sur la potion, vous pouvez aller voir. Sur la potion, je mettrai les liens en description évidemment, et puis des petites fiches sur YouTube qui doivent s'afficher en ce moment même. Mais quand même, pour présenter un peu plus. Pour te présenter un peu plus à ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc toi, en fait, tu as découvert le rap via le skate. Via les vidéos de skate, ouais. Via les vidéos de skate, ouais. Donc c'était dans les années 90, ça ? Oui, c'est ça. 90, quand j'étais jeune, quoi. Début 90, milieu 90, ouais. C'est là que j'ai découvert vraiment le skateboard où je suis devenu fou, quoi. Quand j'ai découvert ça, quoi. J'avais pas de passion, j'étais un jeune normal, quoi. Et puis... je découvre le skateboard via... Comment je découvre le skateboard ? Bah déjà, quelques mecs en faisaient un petit peu, tu vois. Et un jour, comment ça arrivait ? Je sais plus. La première fois que j'ai vu du skateboard, je me rappelle plus très bien. Ok. Alors, j'ai vu de visu, et on a dû me montrer une vidéo qui devait s'appeler Propaganda, je crois, avec d'une Powell. Et il y avait un mec qui s'appelait dedans... C'est la toute première fois que je voyais ça, là. J'étais vraiment minot. Un mec qui s'appelait Frankie Hill. Ok. Et ça m'avait... J'ai failli redoubler pendant 2 ans de suite, tellement ça m'avait marqué. Mais marqué, un mec qui s'appelait... Il faisait « Hi, my name is Frankie Hill. And I love to be a big, fat, only one foot. » Je me rappelle encore 30 ans après, tu vois. Et le mec, c'était un street... Tu sais, il faisait du street, quoi. Tu sais comment il l'utilisait, mais... Et tu peux je la regarde encore de temps en temps sur YouTube, tu vois. Frankie Hill, Propaganda, tu vois. Ok. Et ça avait marqué. Et c'était encore, à l'époque, c'était pas très technique, c'était vraiment du skate. Le mec, il faisait des hand-dry, il faisait des gros lits, tu vois. Il n'y avait pas encore de flip, 3-6 flip, on était loin encore tu vois, des switch, etc. Mais ça n'avait marqué. Et c'est là que j'ai commencé vraiment. Et je suis rentré dans la culture skate avec ça, quoi. Puis après, bon, ça... Dans les années 90, ça s'est développé très 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 vite, le skate. Vraiment très vite. Surtout le street, le skate de rue, ça s'est complètement démocratisé parce qu'avant c'était vraiment tout ce qui était half-pipe, ramp, qui me parlait pas du tout. Ah ouais, ok. Non, tout ce qui était ramp, ça c'était vraiment... Je regardais même pas. Ça m'intéressait absolument pas. Ok, d'accord. J'étais vraiment focalisé sur l'utilisation du mobilier urbain. Mais j'ai toujours eu des trucs un peu autistiques comme ça, tu vois. Quand, par exemple, les arts martiaux, je m'intéressais qu'aux techniques de pied, je m'en foutais des techniques. Et là, c'était vraiment tout ce qui était... Et j'ai de la chance, c'est que le skate de rue s'est complètement développé dans les années 90, et là, j'ai suivi, et là, les vidéos ont complètement changé aussi, tu vois. Avant, t'avais 70% de vidéos, c'était que des half-pipe, Tony Hawk et compagnie, tu vois. Et quelques mecs qui faisaient un peu de skate de rue. Et après, c'est arrivé. Et c'était génial parce qu'en fait, tu voyais aussi. Il y avait une sorte de lifestyle, tu vois, dans le skate de rue parce que tu voyais les villes, tu voyais. Tu te projetais. Tu pouvais aussi te. Tu sais, tu prenais ta planche et t'allais dans la rue, tu vois, tout simplement. C'est les trucs, les autres, c'était un truc d'élitiste. Lifepipe. Oui, d'avoir. Le machin. Où on n'en a pas, tu vois. Tout le monde n'avait pas un skatepark. Moi, j'habitais à Flers en plus. Ouais, tu vois, donc. Une ville qui est pas très loin de Paris, mais qui est quand même très loin en même temps, quoi, tu vois. Et surtout dans les années 90, donc non, tu prenais ta planche et tu skatais la rue et tu faisais pareil qu'eux. Et en fait, on a été très vite. Et après, voilà, ils ont fait des vidéos, il y avait des trucs de rue, jazz, soul, une culture de skate de rue qui s'est imposée, notamment beaucoup avec les latinos américains, surtout de Los Angeles, San Francisco, qui ont amené ça. Et tous les baggy, tous les trucs Dickies, baggy, etc., c'est eux qui ont ramené les gazelles, les Puma Clyde, tu vois. Donc ça arrivait... Et puis moi je me suis pris ça en pleine tête, quoi. Et donc t'as tout de suite essayé de choper une board dès que t'as vu tes premières vidéos de skate. J'avais fait une interview avec Sébastien Charot là-dessus, un gros podcast de skateboard. En fait, j'ai volé une planche. Ça a été très compliqué, c'est toute une histoire. J'avais volé une planche à un mec et je me suis fait attraper 2 semaines après. En fait, et je commençais le skate là, vraiment avec la planche. Et donc mon père... Mon père qui est très sévère, tu vois, qui est d'origine irakienne, donc très droit, etc. Enfin, très droit, pas parce qu'il est irakien, mais bon, lui, il était comme ça, tu vois. Et je crois que, en principe, je termine
composé de 2 segments. Mon père, il m'aurait coupé, tu vois. Et en fait, il voulait pas que je passe devant tous ces gens, parce qu'ils sont venus à la maison me réclamer la planche, tu vois. Ouais. Et il a été, je me rappellerai toujours, tu vois, je croyais qu'il allait me tuer, il m'a dit, il a pas voulu que je passe devant les autres pour un voleur, et il a dit, non, moi je vous l'achète, je vais la payer. Et il a payé, je me suis retrouvé avec une planche. Et c'était très cher à l'époque. Ma mère, elle est devenue folle quand elle a vu le prix, quoi. C'était genre 500 francs. Ah ouais. Ça fait 80 euros. Pour elle, c'était énorme, tu vois. Et elle m'a dit, comme on a payé 80 euros, on arrête tout. Il y aura plus tu fais plus de kung fu de karaté, tu vas faire du skateboard. Ok, d'accord. Donc on te laisse. Et donc ouais, cool. Non, c'est assez assez marrant comme origine. Et j'ai fait ça. Et là j'ai découvert plein de mecs de mon. C'était des anciens, eux. Plein de mecs de mon âge qui étaient dans le skate de rue. Et là j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Hein, et donc avant tu faisais des arts martiaux. J'ai fait mon père il était je suis tombé fou aussi. Alors, c'était ma deuxième passion, le skate. Moi, c'était quand j'ai vu Bruce Lee. Ma mère, un jour, a loué un film. Non, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on loue tous les week-ends, si tu veux. Ma mère, dans l'interview avec Mugen, vous louez un magnétoscope et 3 films. Un magnétoscope et 3 films. Et un jour, je sais plus quoi, il y a des mecs au collège qui me parlaient de Bruce Lee, tu vois. Aziz, dédicace Aziz. Et ils me parlaient de Bruce Lee tout le temps. Et moi, j'avais pas. Parce que je captais pas la 5 et la 6. À Flair, il y en a qui captaient, il y en a qui captaient pas. Et ils avaient vu ça, et ça me rendait fou, quoi, de savoir qui était ce mec, quoi. Et j'ai réussi à le louer, La Fleur de Vaincre. Oh la vache. Je me rappellerai toutes, mais pareil. Putain, mais c'est. Que j'ai pas vu, je crois. Il faut que je le mate. Et là, je te parle, j'avais. Mais là, j'avais 11 ans. 11 ans, et ouais, ça m'a complet. Mais là, pareil, c'était. Bruce Lee, quoi. Et donc je me suis mis donc j'ai demandé à faire du kung-fu, etc. Mon père, voilà. Et alors du coup, donc découverte du rap via le skateboard, quand est-ce que tu commences à écrire et à rapper? En fait, avec les skateurs à Flair, donc ça écoutait pas mal de Peura, essentiellement du Peura, des vidéos en fait, donc du Peura américain et particulier, tu vois, c'était du rap. On écoutait énormément Smith & Wesson, Tribe Called Quest, Soul of Mischief, Del de Funky Homo Sapiens, Cajole, des mecs comme Black Sheep aussi, tu vois, on écoutait ce genre de Peura, et on faisait du yaourt, en fait, on reprenait tout le temps, ça arrivait, c'est un mec, c'était Koresh, je crois, qui faisait ça, un pote qui rappait comme ça. Et on a tous pris ce truc, 1, 2, 1. On faisait un truc de Q-Tip qui était ça, un truc d'épisode. C'était dire 1, 2, 1, 2, Didi Long. And the abstract. On faisait des trucs comme ça. Et en fait, après, c'est devenu. Il y en a certains, ils mettaient leur blase dedans, tu vois. Ok, ouais. Tu vois. Et on disait, au lieu de dire 1, 2, on disait 1 zou. Zou, c'est 2 en arabe. Oui. En fait, en arabe darija, ça veut dire coupe, mais bon, pendant on dit isnain, mais bon, beaucoup de gens disent 12. One zou. On rigolait comme ça, on inventait des tas de trucs, et en fait, c'est venu comme ça. Et à un moment, il y a eu un texte qui a été fait comme ça. Je sais plus qui, je peux pas te dire qui, c'est pas moi en tout cas. Il y avait un texte qui a été fait comme ça, et tout le monde le reprenait. Et il y avait une radio à Flers et à Caen, c'est à côté de Caen. Et en fait, des fois, on s'incrustait dans la radio et tout le monde, en fait, tous les gens de Flair, enfin tous les groupes, rappaient ce texte. Et c'est comme ça, moi aussi, je le connaissais par cœur et ça me permettait de, c'est comme ça. Et après, j'ai commencé à écrire. Le premier texte que j'ai écrit, alors, il y avait il y a des groupes qui se faisaient comme ça. Et moi, il y avait un pote à moi qui s'appelait Rachid à Flair. On avait fait un groupe. Lui, je sais même plus comment il s'appelait. Warlock, je crois qu'il s'appelait. Je crois qu'il s'appelait. C'était son blaze. Je parle il y a très longtemps. On avait fait un groupe et on a dû faire un son. On avait enregistré à l'époque chez un mec qui s'appelait Malik. Je dis casse pour qu'il s'en rappelle.
Et voilà, parce que je connaissais sa sœur, etc. Il m'a dit, ouais, mon frère, il a des platines. Et on avait tous été là-bas, on avait enregistré, et on écoutait ça, on n'était pas dans les temps, c'était nul, mais c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ok. Et donc, c'était à quelle époque, ça, à peu près? 96, 97. Okay. D'accord. 97, 98 même, plutôt. Ok. Ouais, 97, coup, 98. Entre ce moment et la sortie de Justin Herman Plaza, comment est-ce que tu as travaillé et perfectionné ton art? Bah, au début, je prenais ça vraiment à la légère. Après, j'en ai pas vraiment fait. Après, j'ai eu mon bac. Après, je suis parti sur Montpellier en 99. Ok. 99, ouais, c'était compliqué. J'ai eu mon bac. J'ai perdu mon père aussi. Ok. Ma mère a été tombée malade, machin. Donc, je suis parti lâchement, comme d'habitude. Et je suis parti sur Montpellier. Et là, en 99, 2000, surtout 2000, j'ai rencontré des mecs qui étaient beaucoup plus dans le rap, pas du tout dans le skate, pas du tout dans les trucs comme ça. Eux, c'était que ça. Et rap français en plus, que j'écoutais absolument pas. Alors, je te parle de un mec qui s'appelait PH, que je revois encore beaucoup, Ryan, que je revois beaucoup, Bakar, que je revois de temps en temps. Il y avait un mec aussi qui est parti en cacahuète et tout, mais qui était cool, qui s'appelait Aïssa. C'est lui qui était très, très peu américain, qui m'a permis d'aller plus loin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui, et que les CD, tu vois. Et voilà. Et eux, ouais, ils m'ont fait découvrir du rap français, parce que c'était un truc que j'écoutais absolument pas, quoi. Et tu vois, Beat de Boule, beaucoup. Oui. Bah, j'écoutais les Sages Poètes de la rue. Moi, en fait, le seul truc de rap français qu'on connaissait à l'époque, c'était vraiment Sages Poètes de la rue. Il y avait La Clica, un petit peu. Et moi, bizarrement, j'ai jamais accroché à La Clica, mais ouais, Sage Poète de la rue, en français, il y avait un morceau de truc de NTM, là, Paris sous les bombes. C'était le seul morceau, personne l'écoutait celui-là, mais nous on l'écoutait à fond. C'était pour la nouvelle école. Ok, ouais. Quand même, pour la nouvelle école. Celui-là, je le trouvais. Ce morceau-là, on l'écoute. C'était le morceau qu'on kiffait dans cet album. Et pour que ça sonne funk. Ok, ouais. Tu vois, c'était les morceaux, ce genre de morceaux qu'on aimait bien, tu vois. Moi, j'aimais bien. Et voilà. Après, c'était vraiment, ouais, rap Quinry. Et puis, pas que du rap, hein. J'écoutais énormément de reggae. Énormément. J'en écoute toujours beaucoup. Énormément de reggae. Du punk californien. Ok, ouais. Encore beaucoup, tu vois. Et tout ce qui était Offspring. Ouais. Bon, c'était plus Pennywise. Ouais, ok, d'accord, ouais, carrément punk hardcore. Ouais. Pennywise, NoFX, tu vois. Même si on remonte un peu plus loin sur le truc de Seattle, tu vois, les Dinosaures Junior. Ouais. Et j'aimais bien aussi toute la scène folk sage, tu vois. Je sais pas si tu connais les Violent Femmes. Non. Ouais, Violent Femmes, que j'aimais beaucoup. Les Violent Femmes, en fait, c'est vraiment très très bien. Et c'est un groupe. C'est un des premiers groupes américains qui ont produit des Français. C'est eux qui ont produit Louise Attack, tu vois. Ok, d'accord. Tu vois. Et c'était... et Louise Attack, ça s'appelait Louise Attack par rapport à Violent Femmes. Ok. Tu vois. Et là, Violent Femmes, c'est vraiment cool. Pareil, ça, c'est des trucs que j'ai trouvé dans les vidéos de skate. Primus, tu vois, j'écoute toujours. Primus. Et c'est là aussi que je me suis pris toute la vague. C'est là que Bon, c'est mon truc, c'est souvent d'écouter des trucs. J'étais pas né, tu vois. C'est là que j'ai découvert tout ce qui était des trucs très classiques comme les Doors, les Velvet forcément, tout ce qui était Velvet, Nico, et ça c'est des trucs que j'ai toujours eu en tête, quoi. Et les reggae, beaucoup. Alors, du coup, si t'aimais Del, Da Funky, Homo Sapiens et Dinosaur Junior, t'as dû adorer Missing Link sur la BO de Judgment Night. Ouais. J'ai jamais vu le film, mais c'est une de mes BO préférées. Non, mais Del, c'était... Moi, Del, alors, sa voix, elle est particulière, mais c'est un mec... Tu vois, par exemple, Deltron 3000, c'est le Deltron 3000, on dit en français. Ouais. Je trouve que c'est un album, quand même, c'est incroyable, c'est expérimental, mais c'est pas très... En France, tu vois, très peu de gens se l'ont pris, tu vois. Oui. Et c'est ça que là, j'ai compris que, bon, c'était... j'étais minoritaire dans mes écoutes, etc. Parce que peut-être ça venait d'un autre biais, tu vois, comme le skate et d'autres trucs. Donc, après, j'ai gardé, c'était cool quand même. J'ai pas changé. Mais j'ai découvert d'autres trucs avec les mecs de Montpellier.
Et eux commençaient à écrire, etc. Et là, moi, j'ai dit, toi, Malik, que je te parlais, chez qui j'ai enregistré, j'ai dit, il va venir sur Montpellier. Il était à côté de Fer, il va venir sur Montpellier. Et là, on a décidé de créer un groupe. Ok. On a commencé un groupe qui s'appelait Men of Steel. Et on a commencé. Référence à Superman ou Ouais, je sais plus. Okay. C'est Aïssa qui avait trouvé le blaze. Et voilà, on a commencé, on a enregistré un truc. Après, il y a Cynic qui est arrivé. De Cynic le Cynic, quoi. Cynic le Cynic, ouais. Okay. Sur Montpellier ? Ouais, qui est arrivé sur Montpellier pendant quelques mois, pas très longtemps. C'était avant ou après les. Bien avant. Ouais, avant les. Merde, je te parle de 2000. Comment ça s'appelait ces battles Ouais, c'était avant ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, j'ai entendu parler. Il y a eu un documentaire de Street Press dessus. J'essaierai de vous le retrouver. C'était avant ça. Il est venu avec un pote à lui qui s'appelait Diru. Ils étaient très ils étaient potes avec PA, je crois. Je sais plus comment ça s'est passé. Ils ont dû se rencontrer à un concert et puis lui, il est venu en cité universitaire ici. Ok. Et nous aussi, on était en cité universitaire. Et on a fait un groupe, on avait fait un maxi. J'ai retrouvé le son. Ok. Ouais, enfin. Donc, il faudrait avec Arnaud, on se dit, il faudrait le ripper. C'est le son où on est 5, il y a Cynic, moi, Bakar, le groupe, quoi. Et voilà. Après, moi, j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai que c'était un peu rare que je trouvais. Ça va, c'était cool, tu vois, on a arrivé à faire des sons et tout. Mais je trouvais un peu rigide et c'était pas le Peura que j'écoutais. Ouais, on faisait, tu vois. C'était. Ça manquait de rap, en fait. Ouais, tu vois. C'était très. Ce que je disais, en fait. Ça m'arrivait souvent, ça, dans le Peura français. J'ai l'impression que. On prenait vachement le contenant, mais on comprenait pas bien le contenu, tu vois. Okay, ouais. Alors, parce que moi, la base du Peura, ce que j'aime vraiment, c'est le swing. S'il n'y a pas de swing, ça sert à rien d'écouter du rap, tu vois. C'est que ça qui m'intéresse. J'écoute du rap parce que je trouve ça ouf, tout le côté swing, tout le côté les mecs. Et là, c'était la RDA au mic. Tu vois, c'était droit. Les mecs ont rappé des marches militaires. Ouais. Et je dis, putain, c'est pas. Tu vois, ça se rapproche. En fait, on n'a pas compris le. Tu vois, c'est très français. Tu vois, par exemple, comme quand. Les yéyés, quoi. Oui, tu vois, on prenait des trucs. En fait, c'était. On prenait les morceaux des Animals. Mais c'était complètement à côté. Dans la forme et dans le fond. En fait, on enjolivait complètement la. Toi, comme Bang Bang de Sheila. Oui. Qui est une chanson de ouf, en fait, à la base. On a fait un truc. On en a fait un truc, tu vois, c'est très, très porteur. Là, c'est devenu. Tout le message a été. Est enlevé. Et tout le swing qu'avait le truc de Nancy Sinatra où ils ont fait un truc très très droit. C'est ça, même dans l'interprétation en fait. Voilà. On avait des musiciens qui étaient très sur le temps. Alors, au lieu d'être au fond du temps. Voilà, il n'y a pas de fond du temps. En France, on n'a pas du tout cette culture musicale. Si on a beau, on n'a absolument pas ça, tu vois. C'est comme disent les Américains, tu vois, on fait de la musique comme eux, ils font de la cuisine. Oui. Et c'est clairement ça. On a vraiment. Alors, on se rattrape sur le texte. Mais le texte, c'est pas de la musique, tu vois. Oui, non, c'est. Mais après, c'est venu. Après, il y a des mecs qui ont su faire du swing, mais c'est pas. Ouais, c'est pas. Et moi, ça me correspondait. Enfin, je disais, putain, c'est dommage de faire de la RDA au mic, tu vois. Moi, je veux que ça soit le Brésil, tu vois. Faut que ça bouge, faut que ça vive, tu vois. Et tu vois, c'est comme. À un moment, il y a une vague. Et ça, pareil, j'ai jamais compris bien, tu vois, il y avait Mobb Deep qui est arrivé. Et ça a vachement influencé la France. Mais ça l'a pas influencé bien, parce que, on a dit le piano-violon. Oui. Et Mobb Deep, moi, j'entends, tu vois, par exemple, je prends Infamous, c'est pas piano-violon. Non. T'as vu le grain qu'il y a dans... Ouais. On est vraiment dans du jazz sombre. Ça semble du Stevie Wonder, ça semble du Herbie Hancock, ça semble pas du Vivaldi avec des batteries droites et nettes. Ça, Et c'est Q-Tip qui est derrière. Q-Tip, le roi du swing, tu vois, c'est Q-Tip qui a amené un grain et tout. Et quand on me disait, ça sonne QB, quand il mettait un Vivaldi avec une batterie droite, ça sonne. Pour moi, ça, je comprenais pas du tout. Je disais, mais ça sonne pas du tout Mobb Deep. Ça sonne froid, droit, mais ça sonne pas. Et le piano-violon, pour moi, français, n'a jamais sonné Mobb Deep. Je comprenais pas quand on disait Mobb Deep. Et les mecs n'avaient pas un flow d'un Prodigy ou toi. Ils démarraient tout le temps en retard, en fait. Prodigy, c'est ça le truc. Il était tout le temps en retard sur le temps. C'est qu'on n'avait pas du tout. Toi, les mecs, c'est. Et je dis, mais ça, c'est pas du tout ça.
Ça ressemble pas du tout à Mobb Deep, tu vois. Et donc j'ai relâché le rap français vraiment. Je m'y retrouve pas du tout. Et vraiment le rap français, j'ai commencé à kiffer à partir des années 2010, tu vois. Ok, d'accord. Sinon avant, je trouvais que c'était... En fait, ça me faisait penser à Claude François qui se prenait pour Otis Redding, tu vois. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait pas de son. Il y avait des mecs qui étaient forts, tu vois. Il y avait quand même des bonnes choses, mais c'était pas écouté. Enfin, il y avait quand même des bons trucs, tu vois. Moi, le Beat de Boule, j'aimais bien. Toute l'école des Sages-Peaux, même le premier album de Salif, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc, tu vois. Après, je trouve par contre, il s'est déguisé en RDA, tu vois. Des sons droits synthétiques, il rappait droit, il voulait. Enfin, j'ai pas compris, tu vois. Je dis, oh merde, putain. Et c'est là c'est là que les gens ont kiffé. Tu vois, il a commencé à. Bon, je dois être très autiste alors, parce même s'il est toujours considéré comme un roi sans couronne. Moi, par beaucoup, à part son premier album, après, ça me parlait absolument pas. Dans la forme, tu vois, les sons, c'est inécoutable pour moi, c'est synthétique, ça sonne pas rap, tu vois, ça sonne pas black music du tout. Tu vois, c'était un truc, une sorte de yé rapoté, tu vois, et je comprenais pas pourquoi il partait là-dedans, tu vois. Et il changeait de voix, il appuyait fort sur les temps forts, les temps faibles. Et je sais, mais putain, c'est dommage, il avait un... Pourquoi ça groove pas assez. Pourquoi il rappe pas alors qu'il sait ce que c'est, tu vois. Pourquoi il veut plaire à... Et c'est ça a toujours été le truc. Pourquoi il veut... Ouais, après, comme il dit, je pense qu'il était malin, tu vois. Il disait, ouais, voilà, moi, je veux... Les gens comprennent rien, je vais leur donner ce qu'ils comprennent rien, tu vois. Je rappais très mal parce qu'ils adorent les gens qui rappent très mal. Ils veulent des gens qui rappent bien sur les temps 1, 2, comme Cynic, 1, 2, 3, 4. Tu vois. Cynic, c'était particulier. Je comprends. Je disais, mais... Et là, je disais, mais putain, c'était vraiment... c'était du Tetris, quoi. C'était... Et... Non, je pigeais pas. Je pigeais pas du tout. Et après, il y avait des mecs, tu vois, comme Danny Dan, Hill, même Zoxy, Mélo. Les Sages-Peaux, je croyais qu'il y avait vraiment des choses intéressantes. Arsenic, non, aussi Arsenic, moins. Les Sages-Peaux, ça m'avait vraiment marqué parce que le choix des sons, le choix du swing, le choix du... Il y avait des libertés, tu vois. Et c'était vraiment... Et en même temps, c'était très précis. Mais ça se sentait pas, tu vois. C'était vraiment un 3-6 flip par-dessus 10 marches. Tu le sentais pas, tu vois. C'était élégant, c'était rap. Vraiment, c'était vraiment rap, tu vois. Parce que Mobb Deep, tu vois, c'est crasseux. Mais c'est grave élégant et charismatique. Oui, carrément. C'est pas crapuleux, dégueulasse, c'est crapuleux classieux, tu vois. C'est Julian dans The Mac, tu vois. Oui. C'est ça, Mobb Deep. C'est pas un édenté qui, tu vois, c'est pas ça. Ouais, voilà, quoi. Ça a été fait comme ça. Et alors, du coup, quand est-ce que tu te décides à rapper seul et à bosser ton truc seul et à bosser sur des projets seul? Même si on n'est jamais complètement seul. Non, je n'étais pas seul parce qu'après, après ce qui s'est passé après Man of Steel, c'est que, alors moi, je suis tombé amoureux très vite. Je me suis marié très vite et j'ai fait un enfant très vite. Je suis toujours avec madame et les enfants. Genre, j'ai donné de l'ADN sur cette terre énormément. Très bien. Donc moi, après j'ai commencé à travailler. Alors au début, j'ai commencé à travailler comme prof vacataire contractuel. Je sais pas si tu vois ce que c'est, tu vois. Parce que j'avais un bac plus 4 et donc bac plus 3. Il faut avoir bac plus 3 pour faire ça. Et donc j'ai fait 4 ans de comme ça. Et du coup, j'avais rencontré un mec quand je faisais ça, tu vois, qui avait une MPC. Quand j'étais remplaçant. Et le mec, il était... il m'invite chez lui. T'as des CD de soul, des disques mais j'ai halluciné, tu vois, tout ce qu'il avait. Et lui, pareil, il me parlait de grains. T'as de grains. Tu sais, je dis, putain, il connaît fort, quoi. Ça m'avait impressionné, tu vois. Il connaissait ça, il connaissait le grain. Il me parlait de... On avait vachement de références en commun, tu vois. Je me rappelle, il m'a fait des trucs actuels que toi. Il y avait un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle The Nonce. Et un mec qui continue qui s'appelle Sash. Tu vois, il avait l'album de Sash, des trucs. Tu vois, on parlait à l'époque de G-Live, on parlait de
plein de groupes et moi je trouvais ça cool, tu vois. Et en fait, on a commencé à faire des sons. Ok. Et moi, donc, comme on faisait souvent la route ensemble, tu vois, pour aller parce qu'on travaillait loin. Ok. Ouais. Quand t'es vacataire, tu bouges loin, tu vois. Ouais. Il y avait lui et du coup, je revenais, on a fait du son, on a fait pas mal de morceaux. On allait prendre après des séances studio dans une maison pour tous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de son. Ok. Et avec lui, et puis j'ai rencontré d'autres gens, etc. Et puis on s'est pris au jeu comme ça, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé avec lui, ouais. Et on s'entendait. Et lui, il m'a poussé loin il m'a quand même appris pas mal de trucs, tu vois. Et du coup, c'est avec lui que t'as sorti Justin Herman Plaza? Non, en fait, là, après, j'ai vu comment on faisait. Donc, moi, j'ai acheté une MPC. Ok. Ouais, j'ai acheté une MPC. J'ai commencé à composer. Et après, j'ai découvert tout ce qui était software. C'est oui, c'est Fruity Loops, etc. FL Studio, Reason, etc. Et j'ai vendu la MPC, j'ai commencé à travailler là-dessus. Okay. Et en fait, sur Justin Herman Plaza, c'est moi qui ai fait toutes les prods. Ok, d'accord. Donc c'était les toutes premières. Et c'est moi qui ai tout fait, ouais. Ok. Toutes les prods. Et tu continues à faire la majorité de tes prods? Non. Ou du tout. Non, parce que j'ai pas. Ouais. Non, alors, je donne souvent des idées, tu vois, par exemple, Puma Chan. Tu vois, je donne énormément. Tu vois, c'est les idées de samples, etc. C'est Noramio, les Velvet Underground, c'est moi qui amène les samples. Okay. Tu vois, je dis, on va travailler là-dessus, etc. Et après, c'est recomposé. C'est retravaillé après, souvent par Skiz aussi. Mais c'est Skiz, Nabil, Puma Chan, Meizo. Je travaille toujours avec les mêmes personnes, en fait. Ok. Souvent. Parce que j'aime bien quand. En fait, tu vois, c'est dur quand. Après, c'est agréable, hein, tu vois, je reçois beaucoup maintenant de gens qui te disent. Ouais, qui te proposent. Ouais. Mais le fait d'envoyer un pack, je trouve ça chiant. Je prends jamais, j'écoute pas. Ouais. Tu vois, j'aime bien qu'on fasse. Parce que j'aime bien faire le morceau en même temps. Oui. Non, on y pense ensemble, tu vois. Par exemple, avec, je sais pas, avec Nabil ou avec Skiz, on dit, ok, on part, on parle, et puis on va prendre une direction. C'est le plus long, en fait. Un morceau, c'est facile à faire. Ouais. Mais c'est tout ce qu'il y a avant, tu vois. Oui. Quelle intention, quel grain, quel BPM, quel machin, quel sample, comment on prend. Une fois qu'on a l'idée, quel champ lexical je vais amener. Ouais. Une fois qu'on a l'idée, on part sur un BPM swing. On appelle ça le swing. Un thème. Tu vois, donc, quel swing, quel thème. Moi, quel champ lexical. Et là, on construit la musique et la musique et le texte ensemble et on fait des ping-pong à fond. J'enregistre 4 mesures, il revient, je reprends. Et en fait, on fait 4 mesures et en 2-3 jours, c'est fini, tu vois. Ok, d'accord. Ok, donc super intéressant comme. Et donc, c'est pour ça que quand. Ça, si vous. Mais j'aime pas prendre une prod. Oui, déjà faite. Et. Toi, j'aime bien qu'on la comprenne. Qu'on la comprenne ensemble, tu vois. Puis même, ça veut dire que si j'apprends pas quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais avoir mon son, mon identité. Tu vois, c'est. J'adore rapper, mais je veux pas que. Enfin, faut que. J'adore. J'aime pas faire du rap, j'aime faire mon rap. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. J'aime écouter du rap, mais quand je veux faire mon rap. C'est ça qui me fait. Je veux kiffer. Même physiquement, quand je rappe, je kiffe. Oui, ok. C'est le meilleur. J'aime pas écrire. Ok. J'aime pas trouver des. Mais rapper. Le moment où tu. Ça c'est le truc. Derrière le micro. Ah la vache. Ok. Et que tu vois que juste des sons, c'est même pas ce que je dis. Tu sais, je rappe. J'oublie même des fois ce que. Tu vois, c'est rapper. Putain, c'est le truc que je kiffe le plus, tu vois. L'exercice physique. C'est trouver des teints. Tu sais, quand tu sens que tu te balades, tu skates en fait. Tu skates sur des. C'est physiquement, j'adore ça, quoi. Smooth et tout, toi. Oh la vache, j'aime trop. C'est assez marrant le lien que tu fais avec le skate. Et après, on passera à la boîte, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, moi. Mais je me rends compte que le lien entre rap et skate a vraiment sauté une génération. Parce que moi, j'ai été beaucoup dans le skate aussi, même si j'ai jamais été capable de rentrer en ollie. Non, t'étais pas dans le skate alors. Ah ouais. Mais à côté de ça, j'adorais traîner au skatepark. Prendre de l'eau. Vas-y. Ouais. Et surtout, je me suis rendu compte que. Le skatepark, j'aimais pas le skatepark. Et aussi, le truc, c'est que moi, les skateurs de ma génération, donc là, je vais pas tarder à avoir 30 ans, pour le coup, ils étaient vraiment dans le rock, le punk et le métal, quoi. Le rap, ça ne s'écoutait pas, et les rappeurs nous traitaient de skateurs. T'es de cette génération. Et c'était vraiment. Ouais, il y a eu ça. Alors moi, j'ai jamais connu ça. C'était une autre génération. Nous, c'était vraiment.
Non, parce que moi, c'est les années 90, donc c'était vraiment... tu vois, nous, on était plein de rebeux, il y avait des Renois, il y avait des Français purs. Enfin, nous, on était plein. On écoutait tout. Bon, c'était principalement du Peura. Mais moi, j'ai découvert toute la culture musicale que j'ai eue, c'est grâce au skate. C'est grâce au skate, ouais. Tous les anciens punks, le jazz, quand il y a eu Mad Circle qui ont fait ses vidéos, toi, Coltrane, Miles Davis, Archie, tout ça, j'ai les connu grâce au skate. Pink Floyd, Dinner Jr., les Doors, les Who, tu vois, les animaux, même ça, tout ça, c'est le skate. C'est grâce au skate, au vidéo de skate, c'était tellement large. Et c'était tellement... il touchait tellement juste, c'était ouf. C'est mon école, c'est vraiment les vidéos de skate. J'ai découvert tout comme ça, quoi. Et même la Blaxploitation, ça, les films. Là. Oui, ouais. En fait, c'était une vidéo, c'est une New Deal qui arrive en 93. Okay. Et les mecs, la musique a commencé par Pusher Man de Curtis Mayfield. Ok, ouais. Et on est devenu ouf de cette musique. Et on savait pas ce que c'était. Donc à la fin, on regardait tout le temps. T'avais tout le temps les crédits. Oui, ouais. Et j'avais un pote même, il photographiait à l'époque, pas avec un portable, tu vois, photographier la télé. Du coup, il avait les photos et on allait à la médiathèque, on commandait, et il avait pris Curtis Mayfield, il avait demandé, on avait eu le best-of de Curtis Mayfield. Okay. Et là, on a compris que ça venait d'un film qui s'appelait Superfly. Oui, ouais. Et on a réussi à trouver Superfly sur une chaîne de la télé. Et c'est comme ça qu'après, on s'est mis au film de Backside. Mais tout vient du skate, vraiment, nous, de la culture skate. Ça nous a, ça. Et j'ai gardé ça en tête, tu vois. Oui. Je boxe pas, moi je skate avec les mots en fait. Tu vois, je boxe pas avec les mots. Mais écoute, on dirait... je pense qu'on va passer aux questions de la boîte. Ouais, alors attends. Je vais mettre mes casales là. Alors, la première question va être: si tu pouvais poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce? Un habitant une prochaine génération. Ouais. Est-ce que... Bon, j'imagine que non, mais futur dans combien de temps? C'est à toi de le décider. Si c'est pas précisé dans la question. Alors là, on est en 2000, en 4000, tu vois. Ok, ah ouais. Le 2 fois Jésus-Christ, quoi. Ça serait sur... je pense que ça serait sur les croyances. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... que sont devenues les 3 religions monothéistes? Est-ce qu'on a enfin évolué? Est-ce qu'il y a un recul? Parce que là, du coup, c'est... là, on est dans l'antiquité, tu vois. Ouais. Et comment c'est perçu, quoi. Tous ces enseignements, ces écrits qui doivent avoir... Est-ce qu'ils sont vraiment intemporels, ces écrits-là? Ouais, ok. Tu vois, c'est ça que je lui demanderais. Comment c'est perçu encore Est-ce que c'est... ces spiritualités, ces choses-là, quoi. Oui, puis effectivement, est-ce que nouvelles... Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Sont apparues Ouais, voilà. Comment, ouais. Intéressant. Est-ce que tu as des règles de conduite que tu appliques à ta vie? Ouais, morale. Morale, ouais. Ouais. C'est des trucs... Alors, parce que... ça, c'est un truc bon. Parce que je suis le fils de quelqu'un, je suis le père de quelqu'un. Donc, tu vois, par exemple, je suis pas grossier. Ok. C'est un truc que je suis pas du tout, tu vois. Je déteste... c'est un truc... je veux pas l'être. Ok. Tu vois, par rapport à mes parents, même, tu vois, et par rapport à maintenant à mes enfants, c'est un truc... ça, c'est un truc, je veux pas être grossier, je veux pas que des mots... Ok, ouais, donc dans ton langage... Ouais, ça, je veux pas, du tout. Parce qu'en fait, ça... Tu glisses vite, tu vois. Ouais. Tu glisses vite, et toi, je suis content parce que, tu vois, mon fils et ma fille, ils ont... Moi, mes parents, ils m'ont... Tu vois, mon père, ils sont pas... Bon, mon père, il a appris le français. Et tu vois, il avait un français, je trouvais trop beau, quoi. Ouais. Tu sais, il avait un français d'apprenant, on appelle ça, je crois. Oui, ouais. Et c'est ça, et je trouvais que toi, ça lui mettait... C'est les gens, ils le prenaient quand même, même s'il était irakien, etc. Tu sais, comme il avait ce langage-là, il a toujours été perçu comme quelqu'un... Tu sais, ça l'habillait, c'était un outfit, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est cool, tu vois. Et c'est bien de bien gérer
quand tu t'appelles Samir Hamad, ta plus grande force, c'est de savoir gérer la langue du pays dans lequel tu vis, tu vois. Ça, c'est vraiment la règle, c'est de pas être grossier, de savoir parler, quoi. Ok. Intéressant. C'est ce que je dis à mes vraiment, c'est c'est ça. Et c'est un truc, du coup, j'imagine que tu appliques à ton écriture dans le rap. Alors, ouais, mais c'est pas de l'écriture dans le rap. Moi, je dis c'est du bagou. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas envie de. L'effort, tu vois, c'est pas subversif en fait. C'est plus subversif. Oui, ouais. Tu vois, nique ta mère, c'est pas subversif. Oui, je vois ce que tu veux. La subversivité, maintenant, ce que je disais, c'est maintenant la subversivité en 2022, 2023, c'est d'être dans le régressif et le mauvais goût. Oui. Tu vois, ça c'est maintenant. Mais dire une insulte, tout le monde en dit, tu vois. Et en fait, ça bascule même dans un. Tu vois, c'est un laisser-aller. C'est comme un mec ou une femme après 20 ans de mariage qui se laisse aller et tout. Et ça, je suis pas. Okay. C'est ça en fait. Ma pose, c'est de pas se laisser aller, tu vois. Ok. De se maintenir, d'être beau et classe linguistiquement, on va dire. Linguistique. Alors, écoute, on va parler de musique. Est-ce qu'il y a une chanson un peu honteuse que tu aimes écouter ? Ouais, il y en a une. Vas-y. Attends, je vais peut-être mettre un peu plus fort. C'est la Cicrane et la fourmi. C'est ok, je vois pas ce que c'est. C'est nul. La Cicrane et la fourmi, c'est un truc quand j'étais petit. Tu vois pas c'est quoi ? Non, du tout. Sérieux ? Pas du tout, non. Je connais la cigale et la fourmi. Ouais, mais la Cicrane et la fourmi, c'est un truc que j'écoute. Même mon fils, il est équipe. C'est Riquet. Attends, je vais te le retrouver. Putain, je suis nul avec les téléphones, putain. Là, en fait, je crois qu'il y a. Attends, Cicrane. Ça, la Cicrane, voilà. J'adore cette chanson. Ok. Waouh, la pochette est fantastique. Fantastique, hein. Sur un truc qui s'appelle Miam. Je kiffe ça. Ça, il dit embêteuse et pas emmerdeuse. Ça, j'aime bien. Miam, 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 la fourmi veut pas donner. C'est un peu de la... Regarde, Eric et Ramsey sont vachement inspirés d'eux. Ok. Dans le... Oui. Non, mais tu vois, après... Cring. Regarde. Petite fourmi, relasque, pendant que n'avait fifi. Tu vois ? Quoi ? Je comprends rien de ce qu'ils disent. Ouais. Mais ouais, c'est ok, c'est limite sketch. C'est très honteux. C'est très honteux. Oh, ça va en vrai. J'aime bien ce son. Je trouve que il y a pire en honte. Puis, et le mec qui a créé ça, enfin ils étaient deux, bah, c'était les trucs de merde, tu vois, genre Colaro, je sais plus c'était quelle émission il faisait. Et il est de Montpellier maintenant, le mec, avec, et il a créé un théâtre qui s'appelle La Cicrane à Montpellier, qui est très reconnu comme un grand lieu du stand-up. Ok, d'accord. Ouais. Alors pourquoi La Cicrane en fait ? Parce que pas la cigale, c'est genre il parle. C'est vraiment comme la cigale et la fourmi. Oui, ok, ouais. Très bien. Bon voilà, c'est très honteux, mais j'aime bien. Oh, en vrai, je trouve que ça va. Il y a pire. Il y a très très pire. Il y a bien pire. Est-ce que tu as déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet ? Oui. Ouais. Plusieurs fois même ? Non. Mais ça m'est déjà arrivé. Alors sur quel sujet du coup ? Il y en a plusieurs, mais le plus important, ça a été... Ouais, c'est compliqué, hein. Radicalement, tu parles. Radicalement. Ouais, sur la façon de voir l'éducation. Ok. C'est là que j'ai changé radicalement. Au début, je pensais que fallait être vachement derrière surtout quand ils sont petits, tu vois, les enfants, etc. Et en fait, de comprendre qu'en fait, c'est des gens à part, tu vois, que ils ont leur vie, que tu dois changer complètement.
Et là, ouais, les laisser se tromper, juste les accompagner de temps en temps, mais les laisser se tromper de temps en temps. Ouais. Et pas surcontrôler leur... Pas surprotéger, voilà. surcontrôler. C'est là où j'ai vraiment changé du tout. Ok, très bien. Mais alors, t'as changé au moment où t'as eu tes enfants ou un peu après, en fait, tu t'es rendu compte que ouais, tu pouvais pas... Et puis, tu repenses à toi. Oui, bah bien sûr, oui. C'était il y a pas longtemps. Enfin, je t'ai dit, j'ai eu jeune, ma fille quand même. Et donc, tu vois, maintenant, elle a 15 ans. Ok. Tu vois, je me rappelle de très, très bien de moi à 15 ans. Bah oui. Il y a pas très longtemps, tu vois. Et donc... ouais, tu refais le lien avec tes parents, comment t'étais à 15 ans. Puis moi, j'étais pas à 15 ans, c'était pas extraordinaire, tu vois, j'étais pas un très bon élève ou quoi que ce soit, donc bon, c'était compliqué. Tu skatais déjà à 15 ans ? Ouais, je commençais, ouais. T'avais déjà récupéré cette board dont on parlait. Ouais, la planche, ouais. Ouais, bah oui. Et donc voilà, bon, ouais, c'est là-dessus, c'est vraiment... accompagner et pas contrôler, tu vois. Ouais, c'est là-dessus que tu décideras pas. Et puis, ce que je me dis, tu vois, quand j'étais dans l'éducation nationale, ils me disaient dans 20 ans, nos enfants, même un peu bien, 80% des métiers qu'ils vont exercer n'existent pas encore. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais contrôler, moi? Je suis un dinosaure pour eux, tu vois. Comme nous, toi, t'aurais dit à mon père qu'il y a des gens qui vont gagner leur vie en jouant à des jeux vidéo, c'est incompréhensible. Ouais. Tu vois? Ouais, non, je pense que j'en parle à mon grand-père, il comprend toujours pas. Ils comprendront pas. Ils vont pas comprendre. Mais ouais, ok, ouais. Tu vois, voilà, c'est ça. En fait, faut comprendre que t'as pas la vérité, que t'as juste la vérité de ton époque et qui est complètement. Mais après, vis avec, mais l'impose pas aux gens, quoi. Oui, bah un peu ce que dit Bob Dylan dans The Time They Are Changing, qui est un de ses morceaux les plus connus, mais il y a un couplet où c'est Come fathers and mothers throughout the land and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Et la dernière ligne, je l'ai oubliée, mais en gros, il dit aux parents ça sert à rien d'essayer de tout contrôler. Non, mais tu veux, tu vois, parce que tu sais que en fait, c'est marrant, tu veux te contrôler. C'est de la psychologie de PMU, tu vois, mais tu veux te contrôler toi à 15 ans, en fait. Oui. Dis, ouais, moi, je sais ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait des conneries, j'ai fait ceci. Ouais. En fait, tu veux te recontrôler, en fait. Faut lâcher l'affaire. Faut qu'ils se trompent, faut que. Ils vont prendre des substances, ils vont prendre. Tu vois, ils font. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un truc de. Si t'es pas dans le. Comment dire, dans le contrôle total et abusif, tu sais que s'ils merdent et qu'ils ont besoin d'aide, ils n'hésiteront pas à venir vers toi. Aussi. Voilà. Après, faut pas. Je suis pas dans le délire parents-copains, ça, c'est pas bien. Oui, non, bien sûr. Faut qu'il y ait la mais les délires parents, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que je te dis, moi, pas de vulgarité, pas de familiarité comme ça, tu vois. Faut pas qu'il y ait ça. Faut qu'il y ait. Tu peux être un bon accompagnant, tu peux être cool, mais pas copain. Mais pas copain, ouais, non, bien sûr. Tu vois. Ça c'est compliqué, hein, parents. C'est tout un délire. Si tu prends les choses à cœur, parce que tu peux vite. Ce que je dis, c'est comme la vulgarité. Tu peux vite. Te laisser aller. Tu vois, c'est ça. Je veux pas les filmer, tu vois, tous ces trucs-là. Okay, ouais. Non, moi, c'est important. Enfin, il y a un temps pour tout. Enfin, avec les enfants, il y a vraiment un temps pour tout. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, mais eux, là, t'engages autre chose. C'est juste pour. C'est ça un peu, parce que notre génération, on est c'est ça c'est ce côté subversif d'être dans la transgression régressive, etc. Ouais. Filmer ses gamins, rigoler avec toi, mais c'est regarder pas des dans films 10 ans, Marvel. c'est ridicule. Ouais, voilà, non, je pense qu'il faut savoir doser, tu vois. Enfin voilà. Fais-le avec tes potes, mais pas avec toi. Oui. Alors, est-ce que tu es sensible à la critique ? J'aime bien. Ok. Non, j'aime bien. Alors, quand elle est positive, c'est cool, tu vois, mais j'en accorde pas d'importance. Mais j'attends, moi, j'aimerais vraiment... Alors, j'ai rarement eu des critiques négatives, mais j'aimerais bien en avoir quand même. Ok. Des fortes, tu vois.
Ouais. Des trucs Tu connais Esther Beng, l'ancien critique rock? Non, ça me dit. C'était un critique rock dans les années 80, 70, 80. Okay. C'est le plus grand journaliste musical pour moi. Et toi, il était dans quel média? Je sais plus. C'est lui qui a inventé le gonzo, le journaliste gonzo en fait. Ok. Et il était fan de Lou Reed d'ailleurs. Et il se frightait, tu vois. Il dit putain, Lou Reed, comment il a fait ça? Tu sais, quand il a fait l'album Berlin et tout, et j'aimerais bien, toi, des mecs comme ça qui te. Putain, mais pourquoi t'as essayé de faire. Toi, tu t'es complètement planté. Enfin, j'aimerais trop. Bon, après, Ouais, si, ça a toujours été bienveillant. Bon, c'est cool, tu vois. Mais non, je sais pas en fait si je suis sensible à la critique. Ok. J'ai jamais. Critique négative, tu parles ou? Critique. Positive, j'aime bien, mais ça fait pas tant avancer que ça, tu vois. Ouais, ok, je vois. Alors j'en ai, mais pas par des journalistes, tu sais, j'en ai par des proches, tu vois. Oui. On voit, bon, c'est souvent en amont, donc je les sors pas forcément, mais ouais. Après, j'ai l'impression que les gens aussi, j'ai l'impression, en fait, tu vois, des fois, je me dis, bon, c'est marrant que ça. Ils vont pas très loin, et ils ont raison, tu vois, ils prennent. Et c'est bien aussi, ça remet les choses dans le contexte, que c'est pas important du tout, tu vois, la musique au final. C'est important, mais c'est pas important, tu vois. Et. Tu vois, ouais, c'est cool. Et c'est ça que ça doit être. C'est juste un loisir d'écouter la musique. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est quand t'écoutes de la musique, c'est un loisir. Ouais. C'est pas un besoin primaire. Mais alors, justement, je me demande si est-ce que le loisir n'est pas un besoin primaire? Non. Le loisir n'est pas un besoin primaire. Non, alors. Primaire, non, mais je pense que... Le loisir, c'est secondaire, ou même tertiaire. Ouais, c'est pas un besoin, il fait pas partie des besoins primaires. Besoins primaires, c'est quoi? Les besoins primaires, c'est manger. Oui, c'est manger, s'habiller, s'habiller, et rêver. Non, même pas rêver. Enfin, rêver quand tu dors. Hein. Ouais, mais c'est... Tu peux mourir de pas, de pas rêver. C'est dormir, donc, mais c'est les trucs qui physiquement... Tu vois, manger. Oui, mais c'est ça un besoin primaire. Il n'y a pas que les 3 besoins primaires. Il n'y a pas que il y a dormir, mais il y a rêver d'endormir. Il y a eu plein d'expériences où, notamment, tous les mammifères rêvent, et il y a eu des expériences malheureusement sur des chats où chaque fois qu'ils se mettaient à rêver, ils les réveillaient par une décharge électrique, et au bout de 2 semaines, les chats claquaient. Parce que ça ne permet pas à ton inconscient de processer tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta tête. Et donc, si tu ne rêves pas, au bout d'un moment, Guantanamo, ils font oui, ça. Voilà, tu vois. Donc, mais quand même, je pense que passer ta vie sans musique, sans cinéma, sans littérature, sans art, sans truc... Mais ça, c'est... Là, tu parles 21e siècle. Mais non, non, mais il y a plein de gens... Tu vas dans les campagnes normandes, il y a 2 siècles, les mecs, ils écoutaient, c'était 1 fois par mois. Oui, oui. Après, je dis pas que c'est... Les mecs, je veux dire, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas... Et l'humanité, en grande majorité... Nous, c'est parce que nous, on est des enfants ultra gâtés. Ah oui, je dis pas qu'il y a besoin qu'il y en ait autant que la musique devient un besoin primaire en France en 2023. Ouais, mais je te parle, tu regardes, va au Soudan il y a 2 siècles. Les gens, ça n'a pas le temps. Mais je suis sûr qu'il devait y avoir des fêtes, des célébrations avec de la musique. De temps en temps. Mais du coup, ça existe quand même. Voilà, il y a des trucs de... Il n'y a pas de culture sans création bien sûr, artistique. Mais c'est pas... Mais c'est pas aussi régulier, aussi... comme maintenant. Oui, non, c'est sûr. Tu vois, que c'est ça, en fait. C'était pas primaire. Non. Primaire, la première chose dont tu penses, c'est pas écouter la musique quand t'es au Soudan au 18e siècle, tu vois. 200 ans, oui, effectivement. Tu vois. Ou même quand t'étais conquistador ou esclave. Toi, après, c'est vrai que tu dis, ils ont créé par soupape, il y a des arts qui sont créés comme la opéra, le blues, etc. Mais c'est pas un besoin primaire pour moi, je pense pas. Alors, quel est le film qui t'a le plus fait pleurer? Pleurer dans les 10 dernières années, je dirais c'est Two Lovers de James Gray. Ok. Qui m'a le plus touché. Je crois que j'ai jamais pleuré au cinéma. Super film. Ah ouais, tu pleures pas facilement devant les films Non. Ok. Je sais pas pourquoi, mais après ça me touche. Mais parce que j'ai toujours ce truc à la con de prendre du recul, tu vois.
je suis très souvent bluffé par le jeu d'acteur, la réal, tu vois. Donc, c'est plus comme quand je suis enfant où je vais plonger dedans. Ça, j'aimerais bien des fois. Mais Two Lovers, ça m'a. De James Gray qui est mortel. C'est avec Gwyneth Paltrow, Joaquin Phoenix. Tu l'as vu son dernier Ouais, je l'ai été le voir, Mario on Time. Ouais, j'étais le voir avec ma chère et tendre. Ok. Et c'était, c'est très bon. C'est du James Gray comme, toi, The Lost City of Z, j'ai bien aimé, mais c'était pas le James Gray que je veux. Alors, pareil, c'est pas. Et là, il est revenu dans son. Dans les lieux, dans les personnages qu'il maîtrise super bien, tu vois. Ouais. Moi, donc un peu dans la veine de My Little Odessa, je crois. Non, j'irais plus dans la veine de Two Lovers dans le sens où c'est pas... Alors, c'est presque autobiographique, Armageddon Time. Et tu vois, là, c'est marrant parce que quand tu dis Armageddon Time à des gens, j'ai eu plein de réactions, comme des amis ou même des... tu vois, je sais plus si c'était mon kiné ou je sais plus quoi. Je dis j'étais au cinéma. J'ai entendu, je sais pas, 5-6 fois. Moi, la science-fiction. Ils me disent ça, les gens, tu vois. Tu fais, putain, ça va vite, tu vois. Non, ça parce qu'il y a eu le film avec Bruce Willis et Ben Affleck il y a 20 ans. Ça se passe dans le Queens dans les années 80, tu vois. C'est la rétrospective, c'est même pas la science-fiction, tu vois. C'est marrant. Ok. Ce qui est très bon aussi, d'ailleurs, Armageddon Time. Moi, j'ai bien aimé. Ok, bah écoute, j'essaierai de le voir parce qu'effectivement, j'aime beaucoup les films de My Little Odessa, Two Lovers, We on the Night. We on the Night. Il y en a un autre, je crois. Il y a bien sûr celui avec sur les chemins de fer là. Je l'ai pas vu, lui, je crois. Si, il est incroyable. The Yard. Ouais, non, je l'ai pas vu. The Yard, c'est un de ses meilleurs aussi. Je l'ai pas vu, mais faut que je le rattrape. Et The Lost City of Z, je l'avais commencé, j'étais en mode. C'est bien, mais c'est pas le James Gray qu'on veut. Après, c'est bien, faut pas te dire que ça soit du James Gray, c'est tout. Tu vois. C'est comme Silence de Scorsese, tu vois, moi j'aime bien. Hein. Je l'ai pas vu non plus. Ouais, moi j'aime bien. Tu vois. Apparemment, il est assez particulier. Mais j'aime bien James Gray, il reprend un peu ce qu'avait fait. Tu vois, Scorsese, ce que je dis, c'est du cinéma indépendant à gros budget, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Et James Gray, il y a un peu ça, tu vois. Sauf qu'il s'est fait un peu fourvoyer avec le Love System, mais c'est du cinéma indépendant. Quand je dis indépendant, c'est-à-dire indépendant, pas dans l'esthétique, mais indépendant même dans les sujets, dans la façon de faire, etc. C'est ça que je trouve. Il est vraiment indépendant. Pas que financièrement, mais à gros budget. Donc, tu vois. Et Scorsese, c'était ça, c'était indépendant. C'est un indépendant à gros budget, tu vois. Et c'est intéressant, c'est qui n'existe pas du tout, qui n'existe plus du tout en France. C'est vrai, parce que après je reste un grand défenseur du cinéma français, hein, même actuel. Non, moi pas je trop. trouve qu'on a quand même on a quand même des trucs bien. Il suffit de chercher un peu, et surtout mais c'est un peu la discussion qu'on a eu avant de commencer à enregistrer, où on parlait de la réception du public, ce genre de choses. Ça, faut s'en foutre. En fait, moi, quand je vois les gens qui critiquent le cinéma français, j'ai pas envie d'être dans cette catégorie de personnes, donc je préfère soutenir le cinéma français, parce que ce soit aussi bien les faf qui te disent dans le cinéma français on rend pas hommage à notre culture et on préfère faire des films vegan trans sur les vegan trans, ou de l'autre côté les personnes qui disent oui non mais le cinéma français c'est que des comédies racistes ou des films de white savior sur un gamin de banlieue, et j'ai un peu envie de dire non, il y a pas que ça, mais si vous êtes pas curieux, le problème c'est pas le cinéma français, c'est vous en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est petit, tu vois, c'est petit du coup. Ouais, il y a pas beaucoup de place, et elles sont. Moi, à un moment même, je te dis, il y a encore 5 ans, je disais, mais le cinéma français, on rase tout. On met une dalle de béton, on fait un éléphant bleu dessus, tu vois, parce qu'il faut tout refaire, faut tout changer, quoi. Et c'est vrai que je change un peu, mais j'ai encore ce truc. Je regarde. Qu'est-ce que. Tu vois, il y a quelques films d'Audiard à grand budget que j'ai bien aimé, tu vois. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai bien aimé Non, le cinéma européen, ouais, mais cinéma français. Je sais pas, les Julia Ducournau étaient cool quand même. Grave, Titane. Ah non, ça, toi, j'aime pas. T'as pas. Non. C'est votre genre. Ça me fait penser à. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Titane et Grave, ça m'a fait penser au film très très vite. Hein. Comment il s'appelait ce réalisateur des années 60-70 français qui tournait beaucoup avec Brigitte Lahaie, ce genre de film un peu. Ah oui. Tu vois?
Mais j'ai pas le... Oui, j'ai plus le... Non, Dupontel. Ouais, pareil, c'est pas... Ouais, après, je respecte, mais c'est pas un cinéma que... Non, je suis pas réceptif. Okay. Alors que cinéma français, on parle, tu vois, par exemple, Karim, mon frère qui est là, en cinéma français, on en a regardé, tu vois, même toi les vieux, là on se remet beaucoup toi tout ce qui est les Melville, les Verneuil, etc. Ouais, il y en a plein, tu vois. Là j'ai revu Flick Story, tu vois, avec... Putain, je le trouve vraiment fort. Avec... Flick Story... Avec Delon et Trintignant. Ok, ouais. Tu vois, moi, ça, c'est le cinéma français. C'est le cinéma français actuel, en fait. L'ultra subventionné, avec un entre-soi qui... Ok, ouais. Je le ressens vraiment. Hein. C'est-à-dire que ça me parle pas, ça me ressemble pas, tu vois. Et même quand ils veulent te... C'est pas... Je sais pas, j'y crois. Là, ils vont faire un film qui s'appelle Apache. Oui, ouais. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air... Mais tu vois, horrible. Tu vois, alors que le sujet c'est... Oui, le sujet est exceptionnel et pour le coup... Et encore, on a du mal, tu vois, on va s'inspirer d'Orange Mécanique, mais en étant gentil. Mais tu vois, c'est exactement comme le rap mais c'est parce des que années 2000. Pour le coup, c'est parce que j'ai l'impression que la France veut faire du cinéma américain avec ce genre de... Comme le rap français en des années 2000, bien sûr, 80... Pour moi, c'était ça... Ça passe complètement à côté. On perd l'essentiel du truc, tu vois, à vouloir faire. Et puis ici, tout est sur l'esthétique, les faux personnages. Il n'y a pas de nuance en plus. Ouais, ça a l'air. Un film comique, il est que comique. Oui. Un film dramatique, il est que dramatique. Tu vois, c'est ton sur ton. C'est. Non, ils savent pas. Vraiment, pour moi, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un mec. On sait pas faire. Là, vraiment, pour moi, on sait pas faire. Ok. Bon. Après, peut-être ça va. J'espère que ça va faire comme le rap français. Il va y avoir un sursaut. Et que, tu vois, actuellement, c'est vraiment beaucoup plus. J'aimerais bien que le cinéma français prenne un peu ce. Tu vois, pour moi, le rap français, c'était inécoutable dans les années 90 jusqu'à 2010. Hein. Ouais. Et en 2010, j'ai découvert des trucs. Pour moi, c'est vraiment là que j'ai découvert des trucs vraiment cool. Et qu'il y a des choses cool qui sont arrivées. Et c'est monté très, très vite, exponentiellement, tu vois. Ouais. Et j'aimerais bien que le cinéma français prenne le même truc. Pour moi. De toute façon, comme je te dis, il n'y a que moi qui compte. Oui, ouais. Quand je suis auditeur ou spectateur, il n'y a que moi qui compte. Toi qui compte, ouais. Comme c'est pas un besoin primaire, c'est pas grave. Ouais, je vois. Il y a uniquement moi qui compte. Très bien. Est-ce que tu es à l'aise pour parler en public ? Oui. Bah, comme tu as été prof, j'imagine que ça doit aider. Ouais. J'étais prof en plus de musique dans des collèges de... Ah, t'as été prof de musique aussi ? Quand je t'ai dit, quand j'étais vacataire contractuel... Ok, d'accord. J'ai fait ça, c'était de l'usurpation. Hein. En fait, j'avais jamais fait et ils m'ont mis prof de musique. Alors que c'est ça qui est fou dans l'éducation nationale, tu vois. J'avais fait art du spectacle. Je m'étais inscrit, je voulais être pion. Et on m'a dit, ouais, il manque des profs de musique. Okay. Est-ce que ça vous dirait ? Et j'avais dit oui. Et j'avais jamais. Et ils m'ont envoyé pendant 4 ans. Ok. Tu vois, t'imagines ? C'est ouf, hein. Alors, donc tu t'as dit que t'as fait des études d'art du spectacle et si tu devais reprendre des études, lesquelles seraient-ce ? Franchement, là, au lieu de partir à Montpellier, je pense que je serais parti aux États-Unis. Ok. Ouais. Donc... J'ai une amie qui est partie là-bas, qui est partie faire l'acteur studio. Ah ouais. Ouais. C'est ce que j'aurais dû faire. Ok. C'est pas un regret, hein. Mais parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, tu vois. Parce que ouais, t'as une. Et il y a eu l'acteur studio aussi à Montpellier avec Joël Buis, qui était un ancien élève de l'acteur studio. Mais j'aurais aimé, j'ai pas pensé en fait. Partir aux États-Unis. Ouais. Ok. Parce qu'en gros, il y a eu un moment où ton plan de carrière, on va dire, c'était d'être acteur. C'était pas un plan de carrière, c'était une passion. C'est une passion. Oui. T'as le théâtre, etc. Le cinéma, c'est. Mais ouais, non. Ça s'est pas passé comme ça. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? Qu'est-ce qui me fait le plus douter ? Moi, en fait, qu'est-ce qui me fait la façon dont je vais mourir, je crois. C'est là que je me pose des questions là-dessus. Mourir, bon, d'accord, mais de quelle façon ? Et des fois, je me dis,
quel jour de la semaine je veux mourir. Donc, ça sera un lundi, un mardi. Je me dis, je mourrai ça serait quel jour de la semaine, moi, quand je vais mourir. Un lundi, je vais mourir le week-end. C'est assez surprenant, effectivement. C'est des questionnements. C'est des doutes, mais ouais. Est-ce que je vais plutôt mourir en hiver, en été tu vois, bon. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je doute. Sinon, le reste, non, je laisse faire. Alors, quel est le pire défaut à tes yeux et quel est celui que tu pardonnes le plus facilement? Le pire défaut Ben là, alors j'ai travaillé dans une école pendant 15 ans et c'était vraiment cool. Et là, il y a eu, en 2 ans, il y a eu un changement de direction. Ok. Et il y a une personne qui était censée être ce qu'on appelle mais elle l'était pas. Et là, j'ai découvert en fait ce qu'ils appellent les pervers narcissiques. C'est qui est capable de mentir, de manipuler. Et ça, je sais pas comment on appelle ce défaut, mais après, elle m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, en étant extrêmement incompétente et moi, c'est là que je me suis dit, je vais arrêter, je vais devenir ce que je dois être, tu vois. Okay. Et je suis parti aux États-Unis, avec la Villa Albertine, etc. J'ai pu travailler avec l'ambassade de France culturelle, etc. Et là, revenir pour rentrer complètement dans ce que je veux être, intermittent, etc. Okay. Donc, indirectement, elle m'a beaucoup aidé. Mais ça m'a impressionné, je sais pas comment on appelle ça, méchanceté, je sais pas. Ouais. Bah, malveillance. Ok, ouais. Malveillance, parce que je lui ai dit ces 4 vérités qu'elle a pas acceptées et je suis pas laissé faire, toi. J'ai pas lâché le truc. Okay. Et elle a essayé tout, mais j'ai quand même réussi parce que je suis un grand malin aussi. Donc elle voulait plus que j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle, donc avoir une prime, etc. Ça l'a dégoûté, mais tu t'en prends pas, Samir. Celui qui fait l'entourloupette au Seigneur Samir, c'est qu'il a rien contre le Seigneur Samir. Et donc j'ai gagné. Elle dit, mais bon, ça m'a fait plaisir. Mais dédicace à cette personne malveillante, mais qui m'a fait beaucoup de bien en fait. Ok. Et alors du coup, quel serait le défaut que tu pardonnerais le plus facilement? La maladresse, les trucs comme ça, tu vois. Les trucs, j'ai plein de potes. J'ai un pote, Tony, dédicace à lui, qui est d'une maladresse, mais même verbalement, tu vois. Tu l'invites à bouffer, il dit putain, c'est tout, tu vois. Mais il fait même pas exprès, quoi. C'est alors que tu t'es fait chier, tu vois. Je vois. Ça, y a pas de souci. Cool, on a encore des questions sur le cinéma. Quel est le film qui n'aurait pas dû avoir de suite? Alors, j'ai jamais vu Star Wars. Ok. J'ai essayé. Chez Karim, toi, tu t'y es mis tard. Il a réussi. Moi, que des enfants. Moi, j'ai jamais. Donc, je pourrais pas te dire. Moi, je pensais Dents de la Mer. Ok. Il aurait pas dû avoir de suite, tu vois. Parce que ça aurait fait un mythe. Ouais. Il est mort. Il n'y a pas un requin qui a tu fais, non. Ouais, ok. Ouais. Les Dents de la Mer, ça aurait été parfait, je trouve, Les Dents de la Mer, tu vois. Deuxième partie. C'est un film que j'adore. Oui. On dit, rien que dire le premier, c'est chiant, tu vois. Oui. Rocky, non. Je trouve oui, non. Les suites. Mais Les Dents de la Mer, tu vas dire, tu vois, c'est pas, non, c'est Les Dents de la Mer. Il aurait dû en avoir qu'un, tu vois. Moi, j'ai ça avec Massacre à la tronçonneuse. Ah ouais. Qui est probablement un de mes films préférés. Je connais que Massacre à la tronçonneuse. Ouais, t'as pas vu les suites ou les reboots ou les remakes. Les remakes, encore, je suis pas contre. C'est pas pareil. Tu vois, j'ai vu Psycho, le remake de Psychose. Ouais, mais c'est par c'est Gus Van Sant. Oui, bah voilà, enfin c'est. Ouais, mais bon, c'est un remake. Oui, c'est un remake, mais c'est un remake par un mec qui a voulu faire un remake, pas par un studio qui s'est dit on va faire un remake. Qui est-ce qu'on met derrière en fait. D'accord. Tu vois, là où les remakes de Massacre à la tronçonneuse, il y en a. Le premier, il est... Non, pas le remake, mais le film, il est extraordinaire. Moi, c'est un de mes films préférés. C'est Texas Chainsaw Massacre, ouais. C'est un de mes films préférés. Je trouve que c'est un des meilleurs. Moi, je me rappellerai toujours du spasme. Comment elle joue le spasme. Ouais, il est fou. Ah non, mais tout fait le film. Enfin, c'est vraiment un film dont je peux parler des heures. Je dirais Les Dents de la Mer. Ouais, je comprends. Ouais, mais. On l'a regardé. Moi, j'ai vu Karim. On l'a regardé. J'ai vu que le premier. Il est magnifique. Alors, ça, c'est un peu la question
mythique d'aléatoire. À quelle époque aurais-tu aimé vivre? J'aurais bien... Alors, par rapport à j'aurais bien aimé vivre à l'époque omeyyade à Bagdad. Ok. Pour voir ce que c'était, là, quand c'était l'effervescence... quand il y avait ce qu'il appelle la maison, la maison de la sagesse, on appelait ça. Ok, pardon. La maison de la sagesse, avant les Omeyyades sous Haroun al-Rachid. Et ça, j'aurais bien aimé. Et en France, c'est vraiment les années 60. Ok. Les années 60 en France, j'aurais bien aimé. Pour casser la gueule des yéyés, c'est ça? Non, il y avait pas, ouais, non, j'aurais pas été yéyé, mais ce côté. Pas 68, hein, avant 68. Oui, bah c'est les années yéyé. Hein, ouais. Non, pas les années yéyé en France, c'est vrai, j'aime pas. Mais. Ouais, l'époque. Ouais, mais toi, des 61, 62, peut-être. Ouais, ok. Tu vois, cette époque-là. Ça, c'est un truc. La vieille France que j'aime, que je trouve magnifique, tu vois. Ok. Mais alors, la maison de la sagesse, c'était quoi, du coup La maison de la sagesse, en fait, c'était, si tu veux, c'est là que, en fait, ils ont. Alors, c'est très, très éloigné de ce qu'est l'islam actuellement, tu vois. C'était vraiment... En fait, ils avaient amené... les Omeyyades, ils avaient fait... En fait, c'était le but du jeu, c'est d'accaparer le plus de savoir possible. Ok. Donc, ils avaient traduit... Il y avait des traducteurs, tous les textes d'Aristote, tu vois, ça a été traduit là-bas. Il y avait les chercheurs, c'est-à-dire dans le sens... Il y avait beaucoup de Perses qui étaient zoroastratistes qui venaient et qui avaient une connaissance de la médecine qui était énorme. Donc, ils faisaient... Tout le monde venait là et c'était une des premières sortes de concentration d'esprit et des poètes aussi. Les grands poètes venaient là-bas, etc. Et Bagdad était connu pour ses poètes et ses grands chercheurs, des astronomes, des physiciens, des futurs médecins, etc. C'était vraiment une effervescence. Le budget, c'était de savoir toujours plus, tu vois. Ok. Et ça, j'aurais bien aimé vivre à ce moment-là, tu vois. Et surtout au niveau poésie, c'était vraiment il y avait des clashs. Ok. Il y avait les grands, alors moi je vais pas dire les blazes, mais il y avait les grands concours de poésie. C'était des clashs de poésie. Ok. Pour savoir qui était le meilleur. T'as une BD qui est très bonne, ça s'appelle Les 4 compteurs de Bagdad. Ok. Parce que les mecs, en fait, c'était des grands clashs. Le but du jeu, c'est d'être le plus grand compteur. Okay. C'était tous les 4 mois. Il y avait ça, donc 3 fois par an. Il y avait les clashs de compteurs et de poètes à Bagdad. Et les mecs, c'était fallait être le meilleur orateur possible avec. Et c'est classe, quoi. Ouais, ok. J'aurais bien aimé voir ça. Bah ouais, ça fait envie. Hein. Est-ce que c'est facile de te connaître? Moi, je suis pas farouche. Ouais, je pense. Non, mais est-ce que tu te livres facilement? Non. Ouais. C'est facile de me connaître, oui, comme ça, mais non. Après, ouais, je suis très solitaire. Et ouais, ça va. J'ai un truc qui est chiant, c'est par exemple, c'est possible que j'aime pas être très longtemps. En fait, j'aime si avec une personne, 2 personnes, mais tu vois, j'aime pas les trucs, les moments où il y a 15 personnes autour d'une table où en fait personne n'est là, tu vois, t'as pas le temps de discuter, ça j'aime pas. Ok. Ou les grands événements avec plein de monde où en fait bon, t'es là, t'es pas là, j'arrive pas, j'ai pas ce truc j'ai pas encore ce truc. Donc ouais, si on est que tous les deux, etc. Ouais, je pense que c'est jouable. Ok, d'accord, ouais. Mais après, sinon, c'est très, ça sera très dans un mariage ou un genre de non, choses. Non, ouais, là, non. Okay. Je viendrai pas de vous. Enfin, ouais, non. Ok, ouais, c'est un truc qui t'a. Quel est le pire conseil que l'on t'ait jamais donné? Le pire conseil qu'on m'a jamais donné, c'était. Je crois que c'est fais des études pour avoir un bon boulot. Effectivement, ouais. Je crois que c'est ça. Qui est-ce qui t'a donné ce conseil? Mes parents. Fais des études. Si tu t'appelles Samir en France, faut faire des études pour avoir un bon boulot. Et j'aurais dû... Enfin, non, mais ça, j'ai fait des études, mais ça aurait été de m'écouter un peu plus, tu vois. Ok, ouais. Ouais.
Après, bon, je me rattrape maintenant, tu vois. Oui. Mais parce que après aussi, c'est quoi un bon boulot? En fait, non, un bon boulot, c'est pour rassurer tes parents. Oui. C'est uniquement ça. Mais bon. Donc c'est ça en fait. C'est là-dessus que j'ai vachement changé justement par rapport à parler. C'est le but du jeu, c'est toi, si ma fille, elle veut, c'est, je m'en fous en fait. Ouais. Je m'en tape complètement. Si elle veut faire, que ça reste ce que je dis dans le respect d'elle-même, de lui-même, dans le respect d'elle-même, dans des choses où il y a elles se sentent bien et respectée. Ça, je m'en fous qu'elle fasse. Tu vois, qu'elle fasse, qu'elle parte, Ça, c'est un truc vraiment, j'ai vachement changé là-dessus. Mm-hmm. Tu vois, je veux pas que ça soit. Alors, ouais, Samir, qu'est-ce que devient ta fille et tout. Voilà, elle est en médecine de diamant. Tu vois, c'était, tu vois, c'était nos parents, ça. Pour le prestige ou. Ça, je m'en sers. Maintenant, je m'en fous. D'accord. Mais ouais, du coup, la partie du pire conseil, ce serait plus avoir un bon boulot que faire des études. Voilà. Ouais. Et tu vois, bon, même si mon fils il me dit qu'il veut faire des podcasts, j'accepte. J'accepte quand même. Je respecte quand même. C'est bien. Ouais, je pourrais lui donner quelques tips si tu veux. Ça c'est une de mes questions préférées. Quel livre aimerais-tu avoir écrit? Eh ben, allez, pour actuellement, je veux dire Jewish Gangsta de Karim Madani. Ok. Parce qu'il a eu la chance de. C'est un pote à moi, Karim Madani, qui est écrivain, que j'adore. Tiens, bah d'ailleurs, pour la prochaine question. Bon, voilà. Et Karim Madani, en fait, c'est un écrivain français. Ok. Qui est dans. J'aime vraiment les bouquins quand il part sur ce genre de reportage, roman, quoi. Et le fait qu'il a été là-bas, c'est très précis, j'aime bien. C'est un truc précis. Ouais. Oui. Toi, les juifs de quartiers pauvres, populaires, qui sont devenus, en fait, qui sont imposés. Je trouve le sujet, et c'est très documenté. Et il a mis des années pour. Et il est très bien écrit, il est haletant, c'est bien mis en scène. Et je le trouve bien. Ouais, j'aurais bien aimé écrire ce bouquin. C'est ce bouquin qui parle de. Ça me dit quelque chose. Ouais, de Necro et de Hillbill, ouais, c'est ça. Exact. Tu l'as lu? Alors non, je l'ai pas lu, mais j'ai un de mes précédents invités, David, que je salue. En plus, je sais qu'il écoute quasiment tous les épisodes, qui m'a dit qu'il avait lu ce bouquin. Il se souvenait plus du nom de l'auteur. Il dit mais mec, tu vas kiffer. Sachant que c'est un pote qui vient, qui comme moi est plus dans le métal extrême. Ouais. Et alors, pour le coup, lui, il aime bien le rap, mais peut-être pas autant que moi, je sais pas, David. Ouais, on pourra se clasher dessus. Mais voilà, il m'avait dit faut que tu lises ce bouquin sur Necro, Hillbill et sur toute la mafia juive. C'est mortel. Il est très bien écrit, il est très bien documenté. Il a été là-bas, tu vois. Non, Karim Madani, mais il mérite tellement plus que ce qu'il n'a. Tu vois, lui, tu le prends comme scénariste, tu le prends. C'est ce que je dis. Ouais, à un moment, faut qu'il y ait un turnover de ouf. Faut amener de nouvelles choses, tu vois. Vraiment. Faut amener des nouvelles choses dans le cinéma, dans la littérature. Il y a des gens comme ça, tu vois, et Karim Madani, on a la chance d'avoir un mec comme ça en France, tu vois. Moi, j'aime vraiment ce qu'il fait, tu vois, vraiment. Alors, la musique que tu peux écouter sans te lasser. Ouais, je crois que c'est le reggae. Ok. Ouais. Reggae ou alors du jazz fusion. Ok. Tu vois. T'as des noms d'artistes. Ouais, en reggae, je te dirais les Gladiators. Ouais. Je te dirais les High Free, je te dirais les Congos, forcément. Burning Spear, peut-être moins. Ouais. Après, il y a Ijaman, que j'aime beaucoup. Ouais, Ijaman, quand même, c'est vraiment cool. T'as... tu vois, je suis pas Bob Marley du tout. C'est pas ça me saoule. Ouais, c'est pas un truc qui t'a. Ouais, c'est pas le grain justement. Ouais.
Ouais, les Congos, quand même. Les Congos, Fisherman, c'est quand même un sacré morceau et c'est un sacré album. Et tout ce qui c'est produit, c'est Scratch Perry qui est derrière, tu vois. Donc, tout ce qui est Studio One, enfin, tu peux même prendre une compil Studio One et tu te régales, franchement. Mais ouais, Gladiators, j'aime vraiment, vraiment. Hijaman. Ouais, voilà, pour ces gens-là. Ouais, j'imagine que t'écoutes du dub aussi. Ouais, alors le dub, j'aime bien les albums. T'as un album de Burning Spear qui a été refait en dub, c'est l'album Marcus. Attends, il s'appelle Marcus, je crois, qui est vraiment, vraiment cool. Celui-là, il est vraiment bien. Et t'as, je sais pas si tu connais, il y a une chanson de. Alors, il y a une version qui est mortelle. C'est Jim. Hey Jim, can you spell for me New York, man? Okay. Yeah. Tu vois pas celle-là? Non. Je m'y connais très peu en reggae. Ça a longtemps été la musique que j'aimais le moins. Avant de me rendre compte qu'on m'avait juste pas fait écouter les bons trucs. Ah, il y a des trucs terribles. Ah oui, non, mais il faut aller dans le deep reggae. C'est ça, et c'est vrai que pendant très longtemps, l'image que j'en avais, c'était. Coco, ouais, non, c'est pas ça. Oui, enfin, les merdes françaises, quoi. Ah ouais, non. J'ai oublié les noms. Sinsemilia, ce genre de mais ça, c'est pas. Oui, d'accord. C'est le cinéma français, le rap français, ça. Ouais. Par rapport à. Alors, j'ai fait vraiment ça, hein. Mais tu vois, on prend le folklore, oui, mais on oublie vraiment vraiment le rap français, c'est prendre le folklore. C'est prendre le folklore d'un truc, tu vois, comme la drill en France, il y en a qui le font même, mais c'est prendre le folklore de la drill, l'imiter, mais musicalement être complètement à côté, swing de l'intention. Oui. C'est moi, je trouve qu'il y en a un qui le fait bien, c'est Kekra. Ouais, je connais pas assez en fait. J'aime ce que je dis, j'ai tellement pas fini l'original. Je suis pas encore dans les trucs comme ça. J'ai pas encore fini les originaux. Tu vois, c'est comme. J'ai pas fini. C'est comme quand on me dit, ouais, mon reggae, il y a des trucs nouveaux. J'ai même pas fini l'année 83. Ok, ouais. Tu me m'amènes en 2023. J'ai même pas encore, tu vois. J'ai 40 ans à rattraper. Ouais, donc. Parce que du coup, quand tu découvres un truc, t'as tendance à revenir à la source et à tout faire avant de. Non, pas tout me faire, mais. J'aime bien savoir de. Ouais, en fait, ça m'intéresse. C'est naturellement, tu vois. Par exemple, quand j'ai découvert. J'ai découvert tard, moi, la soul. Ouais. Avec les Shaolin Soul, etc. Et là, toi, moi, je pensais que la soul, c'était Aretha Franklin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et quand j'ai plongé, qu'il y avait plusieurs, toi, il y avait la soul de l'Ohio, la soul de Chicago, la soul du Sud. Tu sais, après, tu fais, ouais, il y a la Deep Soul, il y a All Green. Ah ouais, All Green, c'était par rapport à Air Record. Et en fait, par rapport aux musiciens qui étaient en studio, donc il y a un son. Et ouais, en fait, ça m'intéresse. Je fais même pas esprit. Okay. Tu kiffes, quoi. C'est de l'entertainment pur. Ouais. C'est ça le vrai entertainment. C'est vraiment de se faire kiffer à découvrir des trucs. Tu vois, et par toi-même, tu fais putain, c'est un vrai jeu de piste. Et ça, je kiffe. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le kiff que j'ai. Et donc, ouais, t'es obligé de retourner en arrière, des fois de faire des virages, même par des samples que t'as retrouvés ensuite. Non, c'est du kiff pur. Ouais, donc oui. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'année, c'est des courants, quoi. C'est pas... c'est des courants, des sensibilités, tu vois. Et après, le reggae, ouais, si, quand même, il y a, tu vois, tout ce qui est le Pseudo One, quand même, par rapport au grain. Ah si, il y a un Scotty. Okay. Scotty, c'est un mec... Alors, c'était un toaster jamaïcain, et c'est vraiment fort. C'est... Il y a un truc dans sa voix, il va prendre par exemple Stop the Train, un fameux classique reggae, mais qui est vraiment terrible, de Tex. Et comment il va toaster dessus, tu sais, dans les petits interstices. Ouais. Il va amener une émotion et un truc hyper épique. Ok. Et lui, il est très très fort. Ouais, Tex and Mix, c'était quand même. Si reggae, il y a des trucs. Quand c'est épique le reggae, c'est quand même fort, putain. J'aimerais écouter ça du coup. Mais si tu te mets à écouter, Bob Marley, machin. Ouais, c'est propre, tu sais, pour de vrai, c'est sale le reggae, c'est roots, c'est vraiment le mot. Oui. Tu vois. Attends, j'arrive. Ah ouais, voilà. Si, je viens de me souvenir du nom du groupe qui m'a fait détester le reggae. Et c'était Danakil, donc forcément. Ah ouais, je sais même pas, tu vois. C'est un groupe français, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi? Chez moi. Ouais. Jamais. Alors là. Ok.
J'en sais rien. Ok. Mais incisives, je crois. Ok. J'aime bien quand je ferai les incisives. Alors, une autre question qui commence par qu'est-ce que tu aimes le plus, mais ce coup-ci, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie? Ma meilleure amie, c'est la dame avec qui je suis depuis la jeune femme. Son courage, je crois. Parce que quand même, vivre avec moi, c'est galère. Hein. Non, sa patience, ça. Ouais. Tu vois, ce truc-là, ça, c'est admirable, tu vois, quand même. Et cette droiture, c'est de... Des fois, avec un petit peu du coup, un petit peu d'intolérance à certaines choses, mais bon, je crois que c'est le but du jeu de ce genre de personnes qui sont très, très généreuses et en même temps très droites, tu vois. Ok. Parce que je ne suis pas, moi, forcément, tu vois. Bon, celle-ci est chiante. D'accord. Ça m'arrive parfois. Alors, quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens? Quels sont mes critères pour faire une opinion des gens? C'est-à-dire, en fait... Sur quoi tu te bases pour te faire une opinion des gens que tu rencontres C'est leur humour. Ok. Tu vois, les humours de merde, c'est... Tu vois, par exemple, je t'ai dit, j'ai travaillé dans... Ouais, du... Et franchement, c'est les gens les plus ennuyeux que j'ai jamais rencontrés. Ah ouais? La plupart. Ok. Mais les administrés... Ok. Tu vois, par exemple, l'autre, là, la perverse narcissique, là... qui a une vie tellement triste, en fait. Qui a une vie... Et un humour tellement triste. Tu sais, c'est l'humour de... Tu vois, à la con, qui n'ont pas de vie, tu vois. Ouais. Qui font semblant de rire à des blagues de mecs, qui essayent d'avoir... Attends, ils ont pas le bon mot. C'est fou que ces gens-là soient... C'est d'une tristesse, quelle vie triste. Et ouais, par contre, ça me faisait marrer de les écouter, tu vois. Oui. C'est quand tu bouffes, tu te dis, putain, pathétique, quoi. C'est tellement triste, leur vie. C'est... voilà. Ils connaissent rien, il n'y a aucune culture, ils s'intéressent à rien. Moi, je me rappelle, c'est des blagues de mecs. Puis ils parlent que de taf, tu vois. Parlent d'autres choses, bordel de merde. Ils connaissent rien. Rien. Là, j'ai encore eu... tu vois, puis en plus, avec leur mimique à la con, là, t'as envie de gifler là-dedans. Ouais, non, mais là, j'ai encore qui m'a dit, tu vois... Je lui demande Azula qui me répond, je suis honte. C'est ça, leur blague. Et tout le monde se marre. Ouais. Ils se font semblant de se marrer. Ah non, c'est pathétique. Il faudrait faire un film. Mais cette personne avec la triste vie, là, cette solidarité, c'était impressionnant, la tristesse de son humour. Ouais, c'était ça, c'est ça. Okay. L'humour des gens. L'humour des gens, est-ce qu'il les fait rire Qu'est-ce qui les fait rire? Tu vois, c'est pas mal. Il y a un truc dans l'humour. Qu'est-ce qu'ils font pour faire rire aussi, du coup? Ouais. Alors, donc ton nom de scène, c'est Samir Hamad. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est ton vrai nom, nom et prénom? Ok. Rename no gimmick. Ok. Donc, si tu pouvais choisir un nom de scène, lequel choisirais-tu? Alors là... je sais pas. Ok. C'est chaud, hein. Il y a des mecs qui doivent regretter quand même des blazes. Tu vois, le mec qui s'appelle... l'Algérino. Il est de quelle origine d'ailleurs, l'Algérino? Il est algérien. Bah oui, non, mais je sais bien. C'est tellement des mecs... Tunisiano, tu vois. Oui. Tu vois, je revendique Blaco, Ouais, non, mais c'est revendiquer le mec, il est français, il rêve en français, pas en français. T'as vu, je suis exotique. C'est pour moi, c'est les bananes de Joséphine Baker. Ça s'appelait comme ça, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi.
l'Algerino. C'est avec le truc italien. C'est vraiment... C'est plus, la même dose d'exotisme qu'il a voulu donner. Enfin, la fausse identité. Exactement comme Joséphine Baker mettait des bananes pour faire le... C'est un niveau très très bas d'identité, tu vois. Ouais, ok. Bagdado. Non, là, c'est un niveau... Ça, pour moi, c'est même grave. Ok. Il y a un côté très grave dans la façon de s'affirmer, et pas que de lui, hein, en fait, même au niveau de ce que ça veut dire, tu vois. C'est un nivellement vers le bas énorme. La réflexion c'est zéro, quoi. C'est pathétique, tu vois, vraiment, en termes de tout ce que ça veut dire, tu vois. Algérien, tunisano, c'est catastrophe. C'est vraiment... waouh, là, c'est... J'avais jamais réfléchi à ça, sachant que j'aime bien Tunisiano en plus, vu que Sniper, mais... Sniper est le premier groupe de rap français que j'ai écouté. Non, mais c'est... c'est ça, quoi. Tu vois, c'est ouf. Tunisiano, quoi. Okay. L'Algérino. Tu vois ? Très bien. Et alors, la dernière que je pioche, ensuite ce sera ton tour de pioche. Où les gens, c'est pareil... Black machin, Black Barbie, Black machin. Black Mesrine. Ouais. Et donc on peut faire... moi j'aurais fait arabe ou white Mohamed Ali. Ok. Tu vois, j'aurais fait un truc comme ça. Mésopotamienne Mohamed Ali, tu vois. Je trouve que ça a de la gueule quand même. Plus que l'Algérie, non. Mais le Mésopotamienne Mohamed Ali, je trouve qu'il est lourd. MMA. Mésopotamienne Mohamed Ali. Ouais, bah franchement. MMA, j'aurais fait ça, voilà. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Hein. Moi, je vais écouter ça. Et alors la dernière, ça sera plutôt pessimiste ou optimiste ? Oh, optimiste. Optimiste. Ouais. Bah, pessimiste, non, parce que non, optimiste. Bah, déjà, la génération, là, je trouve que. Tu vois, on critique beaucoup les. Mais en fait, la génération qui est naze, c'est c'est les 25-50 ans. Ouais. C'est elle, la génération, les 30-50 ans, quoi. C'est la génération de merde. Ouais, 30-50 ans, parce que moi, comme ça, je suis pas encore dedans, je suis encore partie d'une... Non, tu vois, c'est les gens, c'est nous, en fait, la génération nulle, tu vois. On n'avait pas... Toi, on a très peu lu, on n'est pas super curieux, on fait semblant, on est arriviste. Toi, les jeunes qui arrivent maintenant, ils sont beaucoup plus dégourdis, beaucoup plus curieux, beaucoup plus engagés. Ouais, ça, clairement. Non, nous, c'est la génération sacrifiée, comme tu vois, vraiment. Pas sacrifiée, on s'est sacrifié, on n'a pas... Ouais. On est arrivé, on a... Auto-saboté. Ouais, c'est notre génération qui regarde Hanouna, c'est notre génération... Hanouna fait partie de notre génération, ou les trucs comme ça, tu vois. Je crois que le public d'Hanouna, c'est plus de 50 ans, hein, en majorité. Non, je pense que c'est 35 ans, c'est beaucoup. Les dernières enquêtes montraient que je crois que l'âge moyen de l'auditeur d'Hanouna, c'était 64 ans. Parce que je pense que, tu vois, quand je vois les jeunes... déjà, l'apprenti... Tu sais, ils ont... Tu vois, quand je te disais, le fils de mon frère, tu vois, c'est... Toi, on est à Aubervilliers, toi, son père, c'est Carrie. Tu vois, le mec, il va s'intéresser à d'autres trucs. Tu sais, et puis ses potes sont vachement ouverts. Tu vois, tu sais, il va faire la gratte. Il connaît Bigel par cœur, mais il va faire de la guitare. Enfin, c'est quand même autre chose. Ouais. Toi, c'est vraiment autre chose. Et puis ils ont accès à plein de trucs. Ils savent s'en servir. Nous, on savait pas nous en servir. Nous, le mot le plus recherché, je crois que c'est sexe et je sais pas quoi. Tu vois, on s'amuse de nous. Et ce que je te disais, nous, notre subversion. Parce que la subversion avant, c'était d'être revendicatif, hardcore. Ouais. Nous, notre subversion, c'est tout ce qui est régressif et tout ce qui est mauvais goût, tu vois. On s'amuse d'avoir du mauvais goût. C'est ça notre génération. On s'amuse de mettre en avant des gens de mauvais goût parce que c'est marrant, ou d'être dans le régressif parce que c'est marrant. T'aurais des exemples ? Ouais, ben, tu vois, qui fait... des trucs mettre en avant en fait se donner un genre dans ce que t'écoutes, tu vois. Après j'ai rien que par exemple, tu vois, comme Naps, tu vois, le rappeur, tu vois, j'étais avec un journaliste qui a 40 ans, tu vois, donc plein dedans, tu vois, qui va te défendre, c'est parce qu'il veut se donner un genre, tu vois, c'est ce régressif là, ok, alors que c'est très, tu vois, alors qu'il vient de mais parce que il veut
Ouais, c'est très subversif pour lui de dire non mais Nav, moi je le mets au même niveau que PMD, tu vois. Oui, je vois très bien le truc quoi. Il se trouve mortel. Et toi, pareil, tu les regardes fanfare. Ouais, je vois, je vois très bien. T'as très bien compris le truc. Tu fais l'intéressant, quoi. Ouais, et c'est pas. Ils vont te faire, ouais, mais non, c'est vraiment vrai, tu vois. Puis, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et 80% des journalistes sont là-dedans. Ouais, je vois. Tu vois, c'est ultra. Et c'est nul, en fait. C'est naze, tu vois. Et ça va passer. Et quand ça va passer, ils vont changer. Ils vont changer aussi, tu vois. Ils vont revenir. Mais en attendant, tu vois, je sais pas, c'est bizarre. Ok. J'aime pas. Non, je comprends. Je suis assez d'accord sur ce côté. Et je sais que j'ai raison. Sur le regret. Non, non, mais. Il est plein. Et puis Mais oui. Parce que moi, en fait, et c'est ça que, tu vois, quand je traîne avec des gens, tu vois. Et c'est là que tu dis, ah ouais, quand même, par exemple, toi, moi, je connais pas le foot. Je regarde pas le foot. Ouais, pareil. Je connais rien. Ça m'intéresse absolument pas. Et je vois ce que ça fait là. Tu dis, ouais, c'est. Et c'est marrant parce qu'on dit, ouais, mais tout le monde. Et moi, je connais personne qui regarde du foot. Ouais. Comme toi, mon frère, mes potes, je connais personne qui... Mugen. Et je me dis, ouais, mais pas Mugen, Arnaud, moi, Anabil, je connais, à part un mec, PH, un pote à moi qui arrive, mais je connais personne qui regarde ça, quoi, qui s'intéresse à ça. Et c'est là que tu dis, ouais, en fait, mais non, Samir, réveille-toi, il y a aussi des gens, sors un peu de ton truc, tu vois. Mais après, ouais, bien sûr. Mais faut aussi savoir, des fois, faut savoir regarder avec recul, mais aussi il faut savoir pas se laisser bouffer, tu vois. J'aime pas, je veux pas rentrer dedans, mais je respecte. Mais le truc subversif, régressif, j'aime pas. Mais par contre, je te suis pas. J'ai grillé ton truc, tu vois. Je suis pas. Non, mais je suis assez d'accord. Ridicule, et je te suis pas là-dessus, tu vois. Je sais que moi, j'ai raison. Oui. Tu vois. Et avec en fait, je trouve qu'en plus de ça, cet aspect régressif, on va dire, chez les journalistes, ce genre de choses, s'accompagne d'un mépris de classe hypocrite. Grave. Parce qu'en gros, ils vont te sortir, oui, mais t'aimes pas un tel ou un tel parce que tu fais du mépris de classe, parce que t'es élitiste. T'es élitiste, c'est pas assez exigeant, et t'as envie de dire, en fait, c'est peut-être toi qui es en train de faire du mépris de classe, à considérer que les personnes à qui ça s'adresse n'ont pas les facultés c'est ridicule. d'avoir accès à. Et comme je te dis, il y a que moi qui compte. Ouais. Quand j'écoute un truc, moi, je sais pas pour me projeter. Tu vois. C'est pas pour quand j'écoute un truc, c'est pas pour me projeter dans une image de moi-même, c'est j'écoute parce que je vais écouter et je vais kiffer. Là en fait, l'auditeur veut tellement exister, le journaliste veut tellement c'est qu'ils en font un truc l'auditeur veut devenir curateur et tu vois, c'est ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ça me fait penser à il y a pas longtemps sur je traîne beaucoup sur Twitter, beaucoup trop même, peut-être. Une prof qui témoignait du fait qu'elle avait emmené sa classe voir un Alfred Hitchcock, je sais plus lequel, peut-être Vertigo, un truc dans le genre. Ouais. Et elle se plaint du fait que les gamins n'ont pas du tout été réceptifs. Tu m'étonnes, à quel âge ils ont 13-14 ans. Ouais, c'est chaud. Et elle mais après, c'est vrai que dans sa façon de se plaindre, il y avait un côté très mépris de classe aussi, et très à les prendre de haut, en mode ces petits sauvages ne comprennent rien à l'art. Et vraiment, son discours était critiquable, mais il y avait aussi des gens qui étaient en mode vous étonnez pas si vous les emmenez voir ce genre de film inaccessible. Il y a aussi plein de choses à leur apprendre en les emmenant voir Black Panther 2. Et t'es en mode, mais non, jamais t'emmènes des gamins voir Black Panther 2. Enfin, désolé. Ouais, je comprends. C'est de la maltraitance infantile maintenant, de mon point de vue, et surtout ils y ont accès par eux-mêmes. Donc, mais tu peux. T'es dans le mépris de classe. Ton travail, c'est de trouver des trucs qui collent et qui amènent des ponts, tu vois. C'est ça ton taf. Vertigo, c'est chaud. Mais tu peux passer par d'autres trucs, tu vois. Je pense que Mort aux trousses en soi, si tu fais des trucs où tu fais la médiation, il y a des codes actuels, tu vois, des trucs. Vertigo, c'est chaud, c'est compliqué. Ouais, c'est pas le plus accessible. Mais c'est peut-être pas Vertigo, je me souviens plus exactement de. Tu vois, un truc de. Non, il y a des trucs, il y a plein de films. Mais oui, c'est ça. Et dire on allait voir Black Panther, Wakanda Forever, mais non, enfin, je suis d'accord avec Scorsese quand il dit que c'est pas du cinéma. Non, c'est pas mais c'est des montagnes russes. Mais c'est comme, tu vois, c'est pas parce que c'est écrit,
cinéma, tu vois que c'en est, tu vois, c'est ça Oui, aussi. ouais, Même dans bien le sûr. porno. Toi, cinéma porno, pour moi, le porno, c'est pas du cinéma. Pourtant, on dit film porno, c'est pas des films. Il y en a, je crois qu'il y en a quelques-uns dans les Non, années 70. Dans les années 70, mais oui. actuel, quand tu dis Oui, du oui, film, oui, un bien film sûr. porno, genre, Non, non. tu vois, c'est pas du cinéma, je suis désolé. Oui, non, bah. Donc c'est facile, ça veut rien dire l'appellation. Ça veut rien dire. Mais d'ailleurs, en soi. Tu vois, rap, quand tu Oui. dis rap, bah non, c'est juste l'appellation, mais pour moi, il y a plein de trucs, c'en est pas. Ouais, non, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, bah. Il y en a plein qui en sont sans que ça soit écrit. Oui, tu vois. ah ouais. D'ailleurs, je sais pas si. Mais je trouve qu'en soi, les Marvel, c'est un peu des films porno dans leur construction. Non, dans c'est le des sens publicités. C'est des Oui, publicités pour Marvel. C'est des grandes publicités 2 heures. Oui, pour les jouets. Et puis, il y a aussi le truc que, t'as les scènes d'action, et entre les scènes d'action, bah, il se passe rien. Et C'est de la pub. Ouais. C'est une grande pub de 1 heure et demie. Mais je suis. Après, il y a des pubs qui peuvent être très bien faits, mais c'est pas les mêmes critères que. Ouais, t'as des. Mais c'est de la pub. C'est pas. Mais Faut juste appeler les choses comme elles sont. Tu vois. C'est pas dingue. Mais écoute, j'ai fini de tirer les questions. Tu peux à ton tour en piocher 3 si tu le souhaites. Allez. Alors attends. Te confond-on parfois avec une célébrité? Ça fait longtemps. Alors, confondre, non, jamais. À côté de ça, on m'a déjà donné des sosies. Ah ouais? Ouais. Bah, alors, celui que j'ai le moins aimé, c'était un des fils Sarkozy, à l'époque où il était cheveux mi-longs. Et ouais. Et quand j'avais les cheveux mi-longs aussi. J'aimais moyennement. Hein. Ouais. Récemment, on m'a dit que j'avais un côté Benoît Poelvoorde. Je préfère, mais Ouais, jeune, très jeune. Très jeune, ouais. Non, on m'a déjà comparé à Shaun White, qui est un mec qui fait du snowboard. Et on m'a comparé à Jared James Nichols, qui est un guitariste de blues rock américain, qui pareil, a les cheveux assez longs. Oui, ouais. Oui, non, bah blues, blues rock, classique rock, quoi. Rock à papa. Ouais. Station. Baloche. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Mais après, on m'a jamais confondu avec quelqu'un. Si, attends, une fois, il y a quelqu'un. Et Omar Sy, on t'a jamais dit. Non. Une fois, il y a quelqu'un qui s'est retourné dans un bar parce qu'en m'entendant parler, il croyait que j'étais François Ruffin. Ok. Voilà. Peut-être dans. Donc peut-être que j'ai un peu un truc dans la voix de François Ruffin. Mais ouais, non. Sinon, on m'a jamais confondu avec. On t'a jamais quelqu'un. confondu. Ouais. Toi, on t'a déjà confondu avec pour quelqu'un? Non. On m'a déjà. Moi, c'était. Putain, comment il s'appelle? Shia LaBeouf, on m'avait dit. Tu vois. Ouais. Shia LaBeouf, ouais. Shia LaBeouf. Et avant, des fois, on me disait que j'avais un air de Vincent Lindon jeune. Ok. Tu vois, alors que bon, pas trop, tu vois. Pour moi, Vincent Lindon a commencé en ayant 45 ans. Donc, ouais, moi aussi. Quand je dis, il a quand même une tête d'alcool. Enfin, ouais, après, je prends quand même, tu vois. Et si, on me disait, quand j'étais jeune, tu l'as vu, il était une fois dans le Bronx? Je suis pas. Non, j'ai vu, il était une fois en Amérique. Calogero, quand il était jeune, j'avais un peu ce genre de. Bon, toujours un peu, mais tu vois, les cheveux, le tracard cuir, etc. J'avais un peu ce côté italo beau gosse. Tu te gominais? Je me gominais énormément, ouais. D'ailleurs, ça m'a fait du mal aux cheveux, mais ouais, j'étais pentoïfié extrême. Alors, tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi ressemblerait-elle? Lieu, thématique. Lieu, thématique. Tu peux organiser la soirée de tes rêves. Je pense que ça serait... À quoi ressemblerait-elle? Je pense qu'il y aurait de la musique live. Genre, plein de... Un turnover de... Ouais, mais des trucs que j'aime, mais dans plein de musiques différentes, en fait. Tu vois. Fort. C'est une musique très forte. Concert, un concert. Ouais, concert. En fait, c'est un concert. Ah ouais. Okay. Je pense que je ramènerais... dans une grande baraque perdue un peu au milieu de la nature. Ouais. Genre, j'aime beaucoup visuellement. Fermé. Hein? Ah non, je pense De nuit. De nuit. De nuit. Je pense le concert dans une espèce de grange. Ouais, ok. Je savais qu'il allait dire ça. Ouais. En fait, j'aime beaucoup l'esthétique Southern Gothic. Un peu. Donc, ouais, un truc dans isolé. C'est ça, un peu isolé, mais chaleureux. En même temps, ouais. Donc, allez, tout est vide et tout est concentré en plein milieu d'un. C'est ça. Ouais. On part organique à mort. On part pour le kiff ultime. Donc, une grande baraque perdue au milieu du bayou. Grange. Avec une grange et tout. Du fond à l'intérieur. C'est ça. Les éclairages superficiels. Je fais jouer
Je fais jouer Crowbar. Enfin, je fais jouer des groupes de stoner sludge américains. De là-bas. Et je fais jouer des rappeurs aussi, genre allez, Ramirez, les Buffet Boys et tout, genre de trucs, des DJ sets, de la bouffe et plein d'alcool, ouais. Je pense un truc dans le genre. Un truc, ça, un truc. Ça, si c'est vraiment la soirée de mes rêves, c'est. Et de nuit. C'est ça, de nuit. Ouais. Et genre, on va se baigner dans le lac, dans le Mississippi et tout, ouais. Alors le Mississippi, y a un mec qui s'appelle Jeff Buckley qui l'a essayé, il a eu des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah il s'est noyé. Jeff Buckley. Ouais, Jeff Buckley, il est mort noyé dans le Mississippi, ouais. Ah, je savais pas. Et on a mis, je crois, 1 semaine à retrouver son corps. Parce que c'est bourré, ouais, c'est ça. Ouais. Il est allé se baigner en étant ivre, donc ouais, ou à côté d'un lac, quoi, tu vois. Donc un truc un peu à la fois dans la nature et en même temps il y a du son. Ou tu peux te noyer aussi, c'est pas le Mississippi qui l'a noyé. Je crois que si c'est le courant aussi qui l'a. Ah, ok. Enfin, c'est le fait qu'il était bourré et qu'il a pas pu survivre au courant. Toi, t'as une idée de la soirée de tes rêves? Bah moi, ça serait avec beaucoup moins de monde. Mm-hmm. Moi, soirée de mes rêves. Ça serait pas une teuf. Ouais. Ça serait un truc tranquille. Moi, je kifferais. Attends, j'ai jamais vécu ça, mais j'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment voir. Tu vois, les images, c'est complètement con. Hein. Mais tu vois, le Népal, un temple, tu vois, il neige à mort et t'es au chaud là-dedans. Tu vois. Okay. J'aimerais bien passer une soirée, soirée comme ça. Au chaud dans un truc. Chaud, dans une nature hyper hostile, mais belle en même temps. Ok. Et, pas mal. Et dormir. Ok. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Dormir en étant entouré par la neige. Ouais, la neige, et puis ça pourrait être cool. Quel adulte voulais-tu être quand tu étais petit? Je pense que j'ai toujours voulu être créatif. Hein. Parce que de mes 8 à mes 12 ans, le métier de mes rêves, c'était réalisateur. Et puis ensuite, de mes 12 à pas si longtemps, c'était rockstar. Ah ouais. Enfin, je voulais faire de la musique, quoi. Je voulais être dans un groupe de rock et genre de choses. Donc, je pense que j'ai toujours voulu être créatif. J'ai jamais eu donc, je suis assez content parce que c'est globalement ce que j'ai réussi à être. Mais c'est que le début. Mais ouais, voilà. Je voulais être quelqu'un de créatif, je pense. Mais t'avais pas un métier. Non, j'ai voulu être pompier, mais comme tout gamin de 6 ans. Si, j'ai voulu être avocat, mais je pense qu'il y avait un peu une volonté de faire plaisir à mes parents, en fait. Parce que c'est mon père qui m'avait dit un jour, je te verrais bien comme avocat, tu parles bien, t'as un bon bagou et tout. Et je pense qu'inconsciemment, en fait, il y avait eu ce truc de vas-y, je vais être avocat parce que c'est prestigieux et puis ça fait plaisir à papa. J'ai fait même pas un an de droit et j'étais en mode, mais je peux pas, en fait. C'est juste pas mon délire. C'est juste pas pour moi. Et ensuite, je suis parti en médiation culturelle et c'était beaucoup plus mon truc. Donc, en fait, on a fait la même école à quelques années d'intervalle avec Arnaud. On s'est rendu compte. Ah, ok. Ouais, Arnaud a fait ça, c'est vrai. Et donc, je pense que je voulais être. Je veux toujours être quelqu'un de créatif. Donc, ça va. Je suis assez connecté à mon enfant antérieur. Ça, c'est cool. Voilà. Ouais, moi aussi. Toujours. L'enfance. Ouais. Tu voulais être skater, toi? Je voulais pas être adulte. Tu voulais pas être adulte, ouais. Ouais, mais il y a un peu de ça aussi. Côté très. C'est ce que je dis, ma génération. Ouais. Gros problème là-dessus. Après, adulte, quel adulte? C'est quoi adulte? C'est le métier plutôt? Non, je voulais être moins en plus grand qu'en plus vieux. Ouais. Tu vois, mais je voulais pas changer plus que ça, mais. Ouais, je suis resté. Ouais, je crois que je suis un gamin qui perd ses cheveux, tu vois. Oh. Eh bien, je crois que j'ai le titre de l'épisode là-dessus. Non, j'en ai encore quand même. Écoute, Samir, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, comme je t'ai dit, il y a une dernière question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans le podcast? Une personne avec qui tu peux me mettre en relation et une personne inaccessible où ce serait le kiff. Alors, une personne que je peux mettre, c'est Karim Adani. Mm-hmm. Qu'on parlait. Ça, j'aimerais bien parce qu'il est rarement.
Ça pourrait être vraiment intéressant. Et c'est un mec qui a tellement de trucs à... Il est un petit peu... Bon, il est plus âgé que moi. Je pense qu'il a 40... Ouais, il doit être 40... Peut-être plus. Peut-être presque à 50. Hein. Donc, il a travaillé dans plein de domaines. Journaliste, écrivain, etc. Il a vu... il était avec Yann Charo, qui est chez IHH aussi. Donc, ouais, Karim Madani. Et l'autre, c'est quelqu'un que tu peux pas. Ouais, bah alors si, c'est quelqu'un en soi, c'est pas impossible, c'est inaccessible, on va dire. Mais c'est Lucien Papalou. Ok, je vois pas qui c'est. Lucien Papalou, c'est alors j'ai de la chance. C'est quelqu'un en fait qui est dans le rap français depuis les années 80 et qui a fait énormément. T'as une chanson de Tribe Called Quest qui s'appelle Luke of Lucian en 90. C'est sur lui. Common a fait une chanson sur lui. Et il a rappé avec De La Soul, il a rappé avec Jungle Brother, il a fait énormément de choses et il a une histoire de fou. Et j'ai eu la chance, il y a un mois et demi, je sais plus quoi, j'avais posté un truc et il m'a appelé. Avec Instagram, il m'a appelé. Et on s'appelait pendant une semaine, on parlait 2 heures. Et il m'a raconté toute sa vie, toute son... Et c'est incroyable. C'est lui, et il veut pas parler. Il veut parler. Toi, même Driver avait demandé à le prendre pour son podcast. Il a un podcast. Ouais, Roule avec Driver. J'étais là et il a refusé. Ok. Dit, je veux pas. Non. Et moi, j'ai. C'est intéressant. Après, en gros, c'est quelqu'un avec qui tu peux me mettre en relation, mais où c'est inaccessible c'est impossible. parce que la personne refuse. Il va refuser tout de suite de discuter avec. Et on se téléphone à peu près toutes les semaines. Et on discute de... Alors, j'ai eu... Alors, j'ai pas le droit, mais parce que c'est Lucien, tu vois. Il veut pas, mais j'ai discuté, j'ai plein de trucs, des questions que je me posais. Bon, après, par exemple, tu vois, ça s'est rencontré avec Q-Tip, de Tribe Called Quest, comment il a fait plein de choses comme ça, et des choses un peu plus... Non, mais c'est un grand monsieur, quoi. Lucien Papalou. Révolution. Ok. Et donc, qui ne voudra pas. Il n'y voudra jamais. Alors, vas-y, quelqu'un avec qui tu peux pas me mettre en relation et qui pourrait vouloir quand même. Q-Tip. Ouais. Ok. Q-Tip. C'est le rap. Ok. Si tu réfléchis, Q-Tip, c'est le Nouveau Testament. Il y avait le rap avant. Après, Q-Tip est arrivé. Q-Tip, c'est Tribe Called Quest. C'est lui qui a fait le son de Mobb Deep. Ouais. C'est lui, quand ils ont sorti The Law and Theory, c'est lui qui a, donc avec ses basses, c'est lui qui a inspiré, ce que disait Dre, qui l'a inspiré pour faire The Chronic, avec ce montrant du basse. Donc ça, c'est Q-Tip. Donc Q-Tip qui a inspiré Dre, qui a amené Mobb Deep, qui a fait découvrir Busta Rhymes, qui a amené J.D., qui a découvert Pharcyde, qui a amené ensuite toute la Soul Caribbean. Q-Tip qui est dans Illmatic, un des plus grands albums rap, qui est cité par Jay-Z dans Reasonable Doubt. Q-Tip qui a ensuite produit pour Janet Jackson, qui a ensuite produit, qui a été après, maintenant jusqu'à actuellement avec Rock Marciano, qui a fait les premiers ponts avec Delight pour les trucs un petit peu à part, qui est sur avec les poppers anglais aussi, qui a fait un morceau avec Korn, qui est un peu des premiers trucs, tu vois. Il a fait un morceau avec Korn. Ouais, sur le premier album, sur l'album Amplified, t'as Korn qui est derrière. Non, c'est le rap, c'est Q-Tip. C'est-à-dire que toi derrière Mobb Deep, tu vois, c'est pas piano-violon, c'est Mobb Deep, et c'est ça. Et quand t'as Q-Tip derrière, en niveau des termes de batterie, de swing, de rythmique, avec la caisse, c'est pas une caisse claire avec une reverb qu'on a voulu. On n'a pas c'est ça. C'est quand t'as compris Q-Tip, c'est pas pour rien que Jay-Z l'a pris comme sorte de référent manager dans plein de trucs. Good Music, Kanye West a créé Good Music à la base pour un album de Q-Tip. Ok, d'accord. C'est Q-Tip qui était conseiller des A de Good Music chez Kanye West. C'est le cousin de Consequence qui a inspiré Kanye West. Il est partout. Dès qu'il y a du rap, il y a Q-Tip. Il y a forcément une branche qui le ramène à lui. Pas tout ce qui était avant, tu vois, mais c'est... Alors, on va tenter un petit jeu. Trouver le lien avec Q-Tip. 3-6 Mafia. 3-6 Mafia, alors, c'est très simple. 3-6 Mafia, on peut... Il y a eu une inspiration aussi. On peut mettre Outkast, un petit peu, tu vois.
En tout cas, c'est leur première inspiration, c'est Tribe Called Quest. Ok. Ouais, mais il y a un truc avec André 3000, 36 Mafia. Ouais, tu peux. La base, les samples originaux, le travail de basse qui a été pris sur 36 Mafia. Il y a un travail de basse qui est un peu inspiré West, moi je trouve. Toi qui viens du D-Funk, qui est l'album Chronique qu'il avait et qui est en fait héritier de Q-Tip, tu vois aussi. Très bien. Mais tu peux toujours. On pourrait recommander à Rap-Jeu de faire d'ajouter cette compétition. Samir Hamad, qui est le rap français. Trouve un lien. Q-Tip. C'est ça. Trouver un lien avec Q-Tip. Écoute, Samir, encore merci. Merci à ton frère de nous avoir accueillis. Karim Hamad de nous avoir accueillis. Et alors, quel est le meilleur moyen de te suivre et de te retrouver ? J'espère bientôt sur scène maintenant. Ok. C'est ça le but du jeu. Donc là, j'ai réussi à. Donc moi, parce que celui qui fait une entourloupette, c'est notre ami, c'est qu'il avait compris. Donc moi, j'ai réussi à faire. Et là, avec Arnaud, on a monté ce qu'il fallait à la Villa Albertine à Miami pour pouvoir faire de live. On a signé avec Otake, qui est un tourneur. Et puis on va essayer de faire ça. Puis là, on va essayer de refaire on est en train de refaire pas mal de musique, tu vois. Donc et puis Instagram, les trucs comme ça, tu vois. Et Bandcamp. Ouais, voilà, Bandcamp, Samir Hamad, les trucs vraiment classiques, tu vois. Parfait. Si tu veux, tu trouves. Oui, ça marche. Mais je mettrai les liens en description. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, vous pouvez toujours retrouver sur Instagram avec @aléatoire_s. C'est la même sur Twitter et on va voir s'il se passe des choses sur Twitter dans les jours à venir. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.